Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue ce matin sur votre antenne, c'est 10-12, le Zénith qui commence à l'instant, le talk show qui vous donne chaque matin de mieux comprendre le regard que nous portons sur le Cameroun, mais surtout à travers nos analyses et commentaires ici en plateau. Vous aussi qui nous regardez, vous n'hésitez pas à chaque fois de nous faire savoir exactement ce que vous souhaitez. On va bien sûr le dire, comment sortir de ce sujet qui est devenu le sujet le plus accrocheur pour tous les Camerounais aujourd'hui. Ils sont en réalité 158 personnes, y compris le PM, si vous le voulez, pour la Tanganyika, beaucoup d'autres ministres qui seraient interdits de sortir du territoire camerounais jusqu'à nouvel avis. Eh bien, l'actualité fait parler plus d'un. Qui sont ces 58 personnes dans la globalité? Parlons bien évidemment de Covid-Gate. Allons-nous sortir de l'ornière? Madame, Monsieur, le débat enfle d'ailleurs. La presse aujourd'hui s'en félicite justement d'un combat qui se doit d'être maintenu. Mais surtout, le député Jean-Michel Ninche, depuis quelques jours, est muet. A-t-il justement atteint ses objectifs? Il a restitué tout ceci entre les mains de la justice, dont on attend justement des résultats assez intéressants. Parlons bien sûr de Covid. Aujourd'hui au Cameroun, où en sommes-nous avec les vaccins? On le fait savoir, à partir du mois de septembre prochain, les vaccins AstraZeneca seront périmés. Le Cameroun n'a connu que quelques un peu plus de 50 000 personnes vaccinées aujourd'hui. Eh bien, au regard de ce qui s'est dit et ce qui se passe, qui sont en réalité les hauts commis de l'État? Commençons par le président de la République qui ont choisi de ne pas se faire vacciner de façon ouverte au vu et au su de tout le monde. Peut-on croire aux allégations qui laissent entendre qu'aujourd'hui, il aurait été important pour le Cameroun de faire vacciner le maximum de personnes afin de voir sa dette extérieure être allégée? Madame, Monsieur, le débat enfle également et on en parlera ce matin. Mais surtout, comment comprendre le retour de Laurent Gbagbo, enfin en terre ivoirienne? Depuis hier soir, son parti, y compris quelques caciques bien sûr de son parti, laissent entendre que Laurent Gbagbo, d'ici demain, jeudi, sera en terre ivoirienne. Quel accueil lui sera servi là-bas au moment où on sait que l'ancien chef d'État court, on dira, une poursuite judiciaire dans son propre pays? Madame, Messieurs, merci à vous, merci à tous de vous réveiller avec le Zénith et nous restons sur Equinox Télévision. Charles Amel Bachou, Bebel Djouaka, Isabelle Carros-Zoupet, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission qui est de vous servir, vous informer, vous éduquer, mais surtout vous dire la vérité jusqu'à 12 h. Nous serons à vos côtés. Belmondo, Djouaka, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, bon mercredi à vous, Michel Ngachou, à Isabelle Caroche, à Ramel, et à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, les 10 ce Zénith. Je suis content de savoir qu'on se rend en fin de compte que le Malawi n'était pas seul à constater que AstraZeneca était périmé, déjà était en voie de péremption et donc avait décidé de ne pas l'utiliser, donc de les détruire. Aujourd'hui, si on prend conscience, si tout le monde prend conscience de ça, j'espère que l'OMS ne viendra pas dire on peut quand même les utiliser comme ça. Bon, en attendant bien sûr, le Malawi a dit non à AstraZeneca, le Cameroun, les dos sont encore là, et d'aucuns estiment que d'ici le mois de septembre, ce sera périmé et ce sera très mal barré pour les uns et les autres. Très bien. Merci beaucoup. Charles Amel Bachou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs, un bonjour particulier aux magistrats de la Cour suprême qui ont pu entendre véritablement les cris d'une veuve. On parle de l'affaire Talla Voyage, il faut le dire, cette veuve qui avait véritablement et décidément été expropriée, abusée par le neveu à qui elle avait fait confiance. On a cassé véritablement l'ensemble des plaintes qu'il avait eu à poser et on a demandé à ce que l'affaire soit rejugée. Véritablement, merci au juge de la Cour suprême. Autre chose, les Camerounais se posent la question de savoir, est-ce que le président de la République est un bon joueur? Si oui, dans quel camp se trouve-t-il? Parce qu'on ne saurait comprendre que les ministres sont encore en fonction, que les directeurs sont encore en fonction et qu'on ne se contente que de retirer des passeports. Monsieur le président de la République, en Occident, la dignité et l'honneur voudraient que les ministres ils démissionnent d'abord, personnellement, ou alors vous les démissionnez, monsieur le président de la République, même s'il faudrait qu'on place des intérimaires, qu'on les démissionne d'abord pour pouvoir rétablir la vérité. Ils auront le temps de constituer leur défense. Vivement, monsieur le président de la République, que vous passez en application. Plus tard, à 17 h,
on ne vous donne pas des injonctions, mais le peuple en a besoin. Il faut les démettre tous. En attendant, bien sûr, que le président de la République, s'il nous écoute ce matin, prenne cette responsabilité de mettre, bien sûr, ses ministres en fonction de côté afin qu'ils puissent répondre de leurs actes devant la justice camerounaise, qu'ils soient forcément dépouillés de tout ce qui est de leur responsabilité. On attendra, mais surtout, Chalamel Batou, vous l'avez très bien dit, le peuple attend exactement. Mais surtout, est-ce que le peuple est éveillé aujourd'hui? Qu'au moment où nous parlons de Covid-Gate, que l'on laisse croire que de façon souterraine, on serait en train de tout faire pour valider ce qu'on a appelé au Cameroun le gré à gré. Parlant du gré à gré au Cameroun, est-ce que c'est devenu un vrai serpent de mer? Madame, monsieur, on en parle ce matin. Allez, bonjour à vous Isabelle Carozopet et bienvenue. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme. Bonjour ce matin au ministre des Transports qui a pris une batterie de mesures à travers un communiqué rendu public dans lequel il dit bien qu'à partir du 7 juin, ce qui veut dire lundi prochain, justement, ces services seront bel et bien sur le terrain en vue de limiter le nombre d'accidents sur les routes. Et pour cela, il y aura donc une lutte sans faille contre l'excès de vitesse, contre bien sûr les surcharges, l'état des véhicules, le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Monsieur le ministre, est-ce que c'est bon pour cette période, du 7 au 10 septembre? Et après, qu'en sera-t-il? Est-ce que justement, même pendant cette période, ce sera respecté? C'est autant de questions qu'on est tenté de se poser ce matin. Merci infiniment Isabelle Carozopet. Et pour la petite précision, il va falloir le dire que l'affaire concernant Monsieur Thiam, appelé vulgairement, si vous voulez habituellement, Calibré Calibro, et Wanto du côté de la France concernant les casques de l'ambassade, là encore on va dire, le verdict est attendu pour le 5 juillet prochain. Ces derniers ont comparu hier encore en France et on en est sorti avec un verdict partiel, mais surtout rappeler que l'avocat camerounais de la partie de l'ambassade camerounaise en France demande à ce que ce dernier puisse reverser à l'ambassade 43 000 € en même temps pour le préjudice et les casses qui ont été connus de ce côté. Attendons le 5 juillet prochain pour en savoir un peu plus sur ce verdict final. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs, les condoléances à la famille du greffier qui a perdu malheureusement la vie dans la localité de Nkonsamba, si je ne me trompe. Oui, les condoléances à la famille et surtout que la justice soit rendue à l'auteur de cet acte. Encore concernant de la justice qui est à terre. C'est attendant de voir. Oui, mais surtout, il faudrait que la justice soit rendue. Mais surtout tous nos encouragements. Et beaucoup de courage. Oui, une bagarre qui a débouché sur quelque chose d'horrible. Légitime défense. Attendons de voir. Bon, on va pas jouer les juges. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous n'oubliez pas les plateformes Equinox TV sur Facebook. Allez vous y abonner rapidement. Laissez-nous aussi vos commentaires là-bas. Et tout à l'heure, on vous laissera un petit numéro au bas de l'écran. Isabelle Carole vous le dira à travers les sujets qui seront évoqués pendant cette émission. Merci de nous rester fidèles. Dominique, monsieur, l'histoire de ce matin. L'histoire de ce matin m'a particulièrement parlé parce qu'elle va donner l'occasion à monsieur Mbachou Charles Armel de nous expliquer ou bien d'expliquer à cette jeune femme ce que c'est que la polygamie, parce que la jeunette qui nous écrit est âgée de 19 ans. Elle raconte qu'elle a rencontré un monsieur âgé de 26 ans il y a un an. Elle est à l'université et elle est dans une relation avec celui-là depuis cette année-là. Et elle raconte qu'au départ de la relation, celui-là lui a fait savoir qu'il sortait déjà avec quelqu'un d'autre depuis 5 ans déjà et qu'il entendait d'être un polygame. La jeune dame dit que ses parents ne sont pas au courant de cette relation et sont hyper réticents à la polygamie. Donc, il y a elle n'a pas encore atteint l'âge autorisé par ses parents pour avoir un copain, c'est-à-dire le présenter, qui est l'âge de 21 ans. Et elle aimerait savoir, est-ce que c'est mal, c'est sa question, est-ce que c'est mal d'avoir un homme pour elle seule? Qu'est-ce que la polygamie? Est-ce qu'elle pourra s'en sortir dans cette histoire? Elle dit que le jeune homme dit qu'il est prêt à venir rencontrer ses parents, mais que tout de même, il est prêt à être polygame. Elle n'a pas encore, dit-elle, n'est pas encore prête pour le mariage, mais dans sa tête, dans un futur proche ou lointain, elle se voit être la femme de celui-là. Mais avant, elle aimerait savoir ce que c'est la polygamie, mais surtout, elle a besoin de conseils. Est-ce qu'elle doit accepter de continuer dans cette relation? Il faut mentionner qu'ils sont sexuellement actifs tous les deux depuis les 8 mois de la relation, donc ça fait 4 mois. Ils jouent ensemble. Ils voyagent ensemble, si vous voulez. Voilà. C'est des enfants.
Elle Peut-être. est une enfant. Bon, est-ce Lui, que il a est-ce qu'une 26 fille à ans. 19 ans encore, c'est un enfant? Lui, il a Parce qu'il y a des filles de 26 ans 19 ans qui ont le raisonnement des filles de 30 ans aussi. Hein. aussi. Parce que là, quand même, elle a 19 ans, elle commence à se poser des questions importantes, quand même sur son avenir. Comment va-t-elle se mettre en couple? Est-ce qu'elle pourra valider la polygamie ou pas? Mais il va falloir y rappeler, même si tout à l'heure vous avez semblé attendre les explications de Charles Armel Batchou, Oui. vous aussi en tant que dame, vous avez votre point de vue Bien par sûr. rapport à la polygamie. Je lui ai Le donné. Cameroun justement reconnaît également, on va dire, cette pratique qui lui est propre Oui. aujourd'hui. Eh bien, est-ce qu'on va obligatoirement dire à la petite que c'est une mauvaise ou c'est une bonne chose? En tout cas, les avis sont attendus. Vous aussi, vous êtes très jeune certainement, vous nous regardez ce matin, vous avez certainement 19 ans, voire 20 ans, 21 ans, et vous demandez, est-ce que je serais capable de supporter demain la polygamie si mon mari venait à me l'imposer? Eh bien, vous aussi, monsieur, certainement, cela vous gravite dans la tête comme, je vais dire, des petits souvenirs ou des volontés. Pourrez-vous imposer la polygamie à votre conjoint d'aujourd'hui pour demain? Qu'est-ce qui peut vous amener justement à un tel engagement? Je perds mon latin, mais je le retrouve avec vous. Et ça Allez. me fait sourire. Ça me fait sourire en même temps, Vous parce qu'on aimez parlera ça. polygamie justement ce matin. Ouais. Voilà. Parlez-en. C'est une bonne chose ou pas, Dominique André? Ah, mon Cette avis, petite, elle veut votre conseil. je le lui ai donné déjà. Hier, je lui ai dit, ma chère chérie, je suis désolée, mais il n'est même pas encore question de mariage dans cette histoire. Ce que le jeune homme a fait en vous parlant de la relation de 5 ans, c'est qu'il vous dit qu'il est en couple et que en fait, c'est vous le joujou dans l'histoire. Vous êtes le jouet. Il n'y a même pas de relation là-dedans. Il trompe sa titulaire. On va parler avec un langage qu'elle va comprendre. Il trompe sa titulaire avec vous. Parce que il vous parle de polygamie, entre autres, il n'a même pas encore épousé l'autre. À quel moment on parle de polygamie là-dedans? S'il était déjà marié avec l'autre fille et qu'il voulait vous avoir en seconde noces, ça aurait été compréhensible. Est-ce Donc, qu'il ne se prépare pas? il ne se prépare pas. J'ai dit à la petite fille là que, maman, d'abord même qu'à 19 ans, les questions qu'on doit se poser à cet âge-là, c'est pas quel est le régime que je vais avoir pour me marier. Non, ma chérie, tes parents t'envoient à l'école pour que tu ailles faire des études et pas que tu ailles leur amener une histoire tordue de polygamie ou de mariage. Non, très cher, non. Si vos parents vous demandent d'attendre jusqu'à 21 ans, c'est parce qu'on attend des résultats. Et si aujourd'hui vous venez à 19 ans, vous pouvez avoir un petit ami, moi je ne suis pas contre cela, mais le mariage à cet âge, non, parce que vous n'êtes pas encore prête. La preuve, vous ne savez même pas ce que ça implique. Pour vous, ça va se contenter simplement avoir un homme pour moi seul. Le mariage, c'est beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que je dis, là-dedans, le garçon a légitimé son infidélité avec vous. L'autre de 5 ans, c'est ça la relation. La relation là-bas est stable. C'est la vraie relation. Vous, vous êtes, on pourrait même dire l'Anjomba, mais il n'en est rien. Il a 26 ans. C'est quoi l'Anjomba? L'autre. Ah, d'accord. Le second bureau, on pourrait dire, si c'est même un bureau, parce que quand en discutant avec elle, il y avait de l'amour. Hein? Vous savez, à cet âge-là, les hommes nous font nous font miroiter des choses, font éprouver des choses, mais au final, ce n'est pas vrai. Il est en train de jouer. Et c'est normal qu'elle passe par là à son âge. C'est normal qu'on la manipule. C'est normal qu'on joue avec elle, avec son cerveau et tout. Mais avec le temps, ça va passer. Donc, le plus important aujourd'hui pour la jeune fille, cette jeune fille de 19 ans, c'est de savoir quelle est l'orientation que je veux donner à ma vie. Qu'est-ce que je veux devenir demain? Au-delà. Non, il n'y a pas d'au-delà. Au-delà justement de l'orientation. Parce que la question quand même que la petite fille de 19 ans pose aujourd'hui est fondamentale. Elle peut réussir ce qu'elle veut comme, je vais dire, formation. Elle a fini avec l'école, elle s'y est mise, elle a même trouvé un emploi. Ben maintenant, il faut réussir sa vie de couple aussi. Elle commence à 19 ans à se demander qu'est-ce que je pourrais faire demain si mon mari me propose ou m'impose la polygamie. Michel. Alors, vous avez très bien fait de lui rappeler que vous avez 19 ans, allez à l'école et ramener des résultats à vos parents à la maison parce que c'est ce sur quoi on vous attend. Voilà. Mais n'a-t-elle pas le droit quand même, à partir de 19 ans, de se dire comment sera mon avenir de femme demain? Comment je le vois? Non. Non. Dans mon couple, dans mon foyer? Non. Non.
elle n'est pas encore prête pour un foyer. J'estime qu'elle n'est pas encore prête pour un foyer. On n'est pas encore à demain. Aujourd'hui, elle a 19 ans. Imaginez que la titulaire du garçon la croise en route, la brutalise, ou bien la violente verbalement, ou bien l'agresse. Vous pensez qu'elle va rentrer à la maison, elle va pouvoir étudier? Non, elle n'est pas prête à gérer ce genre de choses. Si elle a simplement un petit ami avec qui elle va bâtir une relation sur la durée, d'accord. Mais celui-ci est en train de jouer avec elle. C'est une petite fille. Elle est encore naïve et c'est pour ça qu'il est en train de jouer avec. La question de la polygamie, vraiment, il y va des sentiments de tout le monde. Vraiment, ça ne m'engage pas. Ma position, elle est connue. Je suis contre. Maintenant, là, pour celle-ci, pour le moment, ce n'est pas encore le moment. Je me serais attendue à ce qu'elle me dise vraiment, j'ai 19 ans, je ne sais pas, j'hésite entre être comme tel ou bien comme tel. J'ai besoin d'orientation. C'est là qu'on l'attend à cet âge-là. Voilà. Ses parents seraient déçus. Moi, je voudrais comprendre avec vous, Bébé Njouaka. Dites-nous concrètement, est-ce que les parents aujourd'hui devraient commencer à préparer les enfants à d'éventuelles réalités? C'est-à-dire, commencer à dire aux enfants, écoutez, ma petite fille de 18 ans, 19 ans, 20 ans aujourd'hui, je ne sais pas quel âge tu as, parce que papa, très souvent, maman, ils vont au boulot, les enfants sont supposés aller à l'école, on ne sait pas exactement ce qu'ils font par la suite. Est-ce qu'il n'y aurait pas, c'est pas l'occasion de commencer à parler aux enfants, préparer les enfants au mariage en leur disant, demain, votre mari peut vous imposer la polygamie. Comment réagirez-vous? Et on fait un réel débat de famille, question de préparer celle-ci. Belmondo Njouaka. Pourquoi vous dites de nous que deux? Vous n'y croyez pas? Non, vous dites non. Belmondo a la parole. Oui, je pense que quand cette fille pose cette question, quelque part elle-même, pourquoi elle hésite? Elle a quelque part la réponse à cette question, mais elle voudrait les avis des uns et des autres. Parce que si elle était certaine, elle ne serait pas venue poser le problème sur ce plateau. Je voudrais simplement dire ceci. Une fille a 19 ans. Le gars, il a 26 ans. Le gars, il n'est pas marié. Moi, c'est ça qui me pose problème là. Il n'est même pas encore marié. Il vit avec une autre fille. Il n'a pas osé. L'histoire ne nous dit pas qu'il a déjà épousé cette fille. Ils vivent ensemble. C'est des jeunes, c'est des enfants. Donc que même l'autre fille. Donc ça veut dire que des enfants étudiants. Certainement, il a proposé la même chose sur eux. Parce que le gars, dans sa tête, il a imaginé que je vais avoir deux femmes. Donc, les filles sont là comme des pions. Ok? Donc, il dit, bon, tu vas être ma première femme, tu vas être ma deuxième femme. C'est un jeu. C'est un jeu chez ce gars. Il n'est pas sérieux. Ce gars n'est pas sérieux. On ne se lève pas un matin, on dit on va être polygame. Oh. Déjà, même que monogamie, c'est déjà un problème. Même déjà monogame, le foyer, c'est pas facile. Donc, un gars qui n'a même encore aucune expérience du mariage. Ouais. Se lève un matin, il commence à proposer la polygamie aux filles, aux jeunes filles. Moi, je pense que ce gars n'est pas sérieux. Et cette fille, elle est encore bien jeune, elle a 19 ans. Elle doit faire attention. Elle va encore à l'école. Quand vos parents vous envoient à l'école, jeune fille, c'est pour fréquenter. Et aucun parent, dites-moi le papa qui va être content, le parent qui va être content que sa jeune fille de 19 ans vient lui dire, voilà, un jeune homme, il veut que je sois sa deuxième épouse. 19 ans. Il n'est même pas encore responsable, parce qu'il n'est pas responsable, ce monsieur. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, on ne nous a pas... Non, mais c'est un étudiant. Ils sont étudiants tous les deux. Voilà. Mais il fait lui, à 26 ans quand même, selon l'histoire, il sera en train de valider un peu plus d'un master aujourd'hui. Ouais. Mais maintenant, il se prépare, lui, le garçon, à avoir une vie de couple en tant que polygame. Ne peut-on pas dire que s'il s'avérait que ce garçon soit issu d'une famille polygamique et qu'il regarde comment son papa se comporte avec ses femmes, ceci pourrait susciter justement chez lui l'envie de faire comme son papa et de préparer justement ses prochaines conquêtes justement à accepter le vœu qui est le sien, celui d'être polygame. Oui, mais déjà, bon, ça ce sont des suppositions. Oui, bon, on y va sur ces analyses-là. Oui, mais là, je dis qu'il est étudiant, Michel. Ce gars, il est étudiant. Ouais. Ok, il n'a aucune expérience dans le mariage. Moi, je pense que pour arriver à la polygamie, on commence par une femme. On vit avec la femme. On voit comment ça donne. Et après, on se dit, attends, tiens, je peux
au vu de ce que mes parents vivent, ce que mes parents font, je peux aussi faire comme papa. Je peux prendre une deuxième femme. Mais il faut commencer. J'ai les moyens pour. Ouais. Il faut avoir les moyens pour. On n'est pas polygame parce qu'on va avoir plus. Non, il faut avoir les moyens de gérer cette polygamie-là. Mais il est encore étudiant. Moi, je conseillerais à ce jeune homme lui-même, s'il était de d'abord se responsabiliser avec la première déjà. 5 ans, c'est... Il a 5 ans, il vit avec une fille, ça veut dire qu'il a commencé avec cette fille à 21 ans. Ouais. 21 ans. Ils cheminent ensemble. Hein. Depuis 21 ans. À 21 ans, et puis quelques années après, il prend une autre de 19 ans. 1 an. 1 an après, il prend une autre de 19 ans. Mais ce gars, c'est un don Juan. Je pense qu'il ne va pas se limiter à la deuxième. Il va... Après, il prendra une autre, il proposera... La construction, non, c'est pas sérieux, ce gars. Très bien. Alors, on estime bien évidemment que le garçon n'est pas sérieux et que la fille devrait se méfier forcément. C'est ce que pense Bébel Njouaka sur ce plateau ce matin. Isabelle Carole Zoupet, lorsqu'un enfant de 19 ans, précisément une fille de 19 ans, commence à se poser ces questions, on est quand même amené à se demander qu'est-ce qui peut motiver son questionnement sur la polygamie. Est-ce que c'est parce que seulement le garçon lui aurait dit « je ferai de toi certainement demain ma deuxième femme » ou à travers justement ce commentaire-là, du moins ces échanges entre eux, il y a autre chose qui aurait suscité chez elle l'envie de comprendre si la polygamie est une bonne ou une mauvaise chose. Votre commentaire? Alors, c'est compliqué parce que à cet âge-là, on a encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup à prouver. Le chemin est encore long et on a encore du temps. On a encore du temps et il faut se consacrer à toute chose. Si au moment d'étudier, on est en train d'étudier l'amour, au moment d'étudier ses leçons, quand il va falloir donc vivre l'amour et étudier cet amour, qu'est-ce qu'on sera donc en train de faire? Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est pour ça qu'à un moment donné, vraiment on s'emballe, on se met les pédales et tout. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il faut que les femmes le sachent. Il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour aller à l'école, il y a un temps pour se former, il y a un temps pour mettre en pratique tout ce qu'on a reçu comme formation. Il y a un temps où on se consacre aux hommes, on se consacre à la vie amoureuse parce qu'on a besoin d'être justement, fonder cette famille-là, avoir ses enfants, avoir son conjoint et tout ce qui va avec, avoir son boulot. Je crois qu'on est en train de parler d'une élève qui avec un étudiant, dont ces deux élèves, ces deux personnes en bas âge, ces deux personnes qui font des choses précoces et qui aujourd'hui poussent même un peu le bouchon plus loin parce que, c'est-à-dire, vous avez un gars qui est infidèle et qui vous dit officiellement qu'il est infidèle et pour vous ramener ce problème-là. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment donné, on voulait dire que, ok, d'accord, c'est une bonne chose, il faut l'être, mais est-ce que moi je ne le pense pas? Vous êtes avec une fille et vous venez lui dire que vous avez une autre fille dans votre vie. On arrête tout de suite la relation. C'est ça. Donc, je ne sais même pas pourquoi on a besoin de créer un débat. On arrête la relation. Il n'est pas avec une autre. Il peut pas être avec une autre et être avec vous. Parce que même quand on parle de polygamie, polygamie veut dire que les deux femmes ont été mariées officiellement. Parce que si vous êtes marié et que vous avez une autre relation, c'est une relation extra-conjugale. Qu'est-ce qui peut pousser un enfant à son âge à commencer à y réfléchir, à se poser des questions? Est-ce que, je le demandais tout à l'heure à Bébel, est-ce que c'est pas à un moment donné parce que cet enfant pourrait sortir d'une famille polygamique, où il s'est dit, quand je vois ce que papa et maman ont vécu, je voudrais bien commencer à préparer celles qui seront mes conquêtes à s'y mettre. Je ne dis pas que je valide, hein. Je valide pas non plus. Mais attends, tu valides ton point de vue? Non, je valide pas la polygamie, pas du tout. Je valide pas, non, pas du tout. Merci de le dire. Donc, mais je dis simplement que ces enfants, qu'est-ce qui peut bien animer un enfant de 26 ans à commencer à voir polygamie? Non, ça dépend du contexte dans lequel on a vécu. Ça dépend du contexte dans lequel on a vécu, de l'environnement de chaque enfant. Il y a des familles qui ont vécu dans des, justement, dans des couples où l'homme avec deux femmes, tout se passait pour le mieux. C'est que moi, sur ce sujet de polygamie, je n'ai rien pour, je n'ai rien contre. Je ne suis pas là pour juger ces personnes. Il y a des personnes qui trouvent leur aisance, qui trouvent justement leur extase en étant polygame. Il y en a qui se retrouvent en étant monogame. C'est-à-dire que tout dépend de chaque personne. On peut pas a priori commencer, c'est ce que je dirais à cette fille, à condamner la polygamie parce que tout dépend d'un certain nombre de choses. Il y a des hommes qui au départ vous épousaient mais n'avaient pas l'intention d'être polygames. C'est au fur et à mesure qu'ils se retrouvent en train d'être polygames. Il y a des hommes dont la culture a imposé qu'il soit polygame. Il vous aime bien, certes, mais sa culture, ou alors la place qu'il occupe, peut-être qu'il est successeur, ou je ne sais pas quoi, ça l'impose à ne pas avoir une seule femme. Parce qu'il y en a
qui sont obligés d'avoir une femme en ville, une femme au village, parce qu'ils ont des concessions, des choses qu'ils doivent préserver et tout. Donc, si vous acceptez être avec ce genre d'homme, ben, vous assumez cette polygamie-là. Donc, on ne peut pas dire non, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose et tout. Parce qu'il y a des foyers où on est monogame, mais on vit pire que dans un foyer polygame. Ça également, il faut le savoir. Parce que tirer dessus, non, la polygamie et tout, pour moi, le plus important, c'est d'être heureux, de pouvoir vivre ce bonheur-là. Même si vous êtes 10, hein. Non, Michel Gachou, on peut être seule et être malheureuse. C'est ce qu'il faut comprendre. Ouais. Il y a des femmes qui sont malheureuses, qui pleurent tous les jours. Elles sont mariées à un seul homme qui est là, qui est malheureuse. Parce qu'elles ne sont pas épanouies, parce qu'il y a tellement de choses qui manquent dans ce foyer. Il y a des femmes qui sont 3. Il y a des hommes qui ont épousé 3 femmes, mais chacun trouve son compte. Chacune est épanouie. Donc, sur ces questions de polygamie, il faut que les gens apprennent à relativiser. Parce que ambigu quand même. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque société, ça dépend de chaque comportement. Et la clé, c'est l'homme qui la détient. Très bien. Donc, c'est à lui de pouvoir savoir comment vraiment pousser les pièces du puzzle. On ne condamne pas la polygamie parce qu'il faut reconnaître que le Cameroun valide la polygamie. Oui, mais maintenant, chacun a ses opinions. Le Cameroun valide la polygamie. Ben maintenant, à chacun, justement, ses choix, ses orientations et ses objectifs. Ça, c'est que c'est validé. Mais là, c'est comme c'est pour ça que je dis, je n'ai rien pour, je n'ai rien contre. À chacun de pouvoir vraiment trouver son bonheur. C'est l'essentiel. Et si le bonheur de cette fille commençait à se dessiner à partir, justement, de la polygamie, elle ne comprend pas. Non, encore que pour cette fille, elle n'est même pas à ce stade. Elle n'a aucun stade. Elle n'est même pas au stade de la monogamie, au stade de la polygamie. Elle n'est même pas encore à l'école de l'amour. Ce qu'elle a à faire, c'est d'aller à l'école. Parce que c'est ce genre de fille qui demain se retrouve dans des situations compliquées. Ça veut dire que demain, quand vous entendez des phénomènes où on parle de partout, c'est tout ce qui va avec, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver, Michel Gachou. Tu sais que j'ai une autre fille et tout, ok, d'accord, il faut venir à la maison et tout. Et c'est comme ça que la jeunesse commence à se livrer à des choses. C'est comme ça qu'il fera des vidéos et qu'il balancera partout. Merci infiniment. Il faut donc s'en méfier. Charles Amel Bachou, votre point de vue là-dessus ce matin. Préparation, culture au mariage des enfants, parce qu'à partir de 19 ans quand même, au Cameroun, vous savez qu'à 16 ans on peut se marier au Cameroun avec l'accord parental. Alors si à 16 ans déjà au Cameroun on peut se marier avec l'accord parental, et des questionnements comme celle de ses petites sœurs, est-ce qu'il faudrait dire, du moins est-ce qu'il y a un âge réel à partir duquel on peut commencer à préparer la jeune fille au mariage pour qu'à 19 voire 20 ans, 21 ans, elle ait des solutions, des réponses à ce qui peut être de la polygamie ou de la monogamie? Charles Amel Bachou. Je commence par dire que j'ai été provoqué par Dominique Audrey-Oyengalek sur la question de la polygamie. Vous aussi, vous connaissez mon point de vue sur la question de la polygamie. Nous sommes d'accord. Oui, je pense que vous connaissez et je dirais que on a le temps lorsqu'on n'a vraiment pas le temps, M. Michel Gachou. On a le temps lorsqu'on n'a vraiment pas le temps. Ça veut dire quoi, Charles Amel? Je dis qu'on a le temps lorsqu'on n'a pas le temps, M. Michel Gachou. Et vous allez me dire, il y a un temps pour le mariage, il y a un temps pour savoir qu'on est prêt. Il y a un temps. Je suis désolé, M. Michel Gachou. Je m'adresse ici aux hommes sur ce plateau. Nous sommes tous des polygames. Je le dis en regardant la télé, aux hommes sur ce plateau, nous sommes tous des polygames. Il n'y a pas de monogame parmi nous. Mais Michel Gachou est monogame. Non, s'il vous plaît. Ça n'appelle pas un commentaire. J'ai dit, nous sommes tous des polygames. Ah bon? Je le dis. Sa Majesté. Mais pourquoi vous regardez? Pourquoi vous regardez? Parce que vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Non, vous êtes polygame. Non, mais j'attends qu'il finisse. Non, vous êtes polygame. Vous répondez. Mais attendez. Vous êtes polygame. Non, il suffit qu'on Pourquoi une fixation sur moi? Non, Il a la on veut connaître notre plateau. Mais laissez qu'il finisse. Non, on veut savoir comment on a entré. J'aime ce plateau. Non. Il a la parole, Charles Amel. Laissez qu'il finisse. Merci, Charles. Je vous en prie. Ici, là, Poursuivez, Charles Amel. Mais je vous rappelle, c'est La pas revanche. polygame. Monsieur Michel Gachou. Les secrets sont Il y a dehors des déjà. formes de polygamie très compliquées. Chacun sait dans laquelle il se retrouve. Parce que quand on dit qu'il y a plusieurs types de polygamie, il y a la polygamie où je t'épouse. Je viens voir tes parents. Il y a la polygamie où on ne doit pas te connaître, mais je m'occupe de toi, je te loge, tu as tout. Il y a plusieurs types de polygamie. Et c'est les occidentalisés qui ont créé des variantes de polygamie. Nous avons l'actrice nigériane Regina Daniels qui s'est mariée à 19 ans à un monsieur de 59 ans. Oui. Il s'appelait Ngoko, je pense bien. Si, Ngoko, je pense. Milliardaire. Ngoko. Alors, ça posait tout le tollé que ça devait poser. Lorsqu'on a rencontré la fille, elle a dit « Je suis prête ».
C'est la question qu'il faut poser à cet enfant. Mais Non, monsieur, vous voyez, on trouve des circonstances atténuantes maintenant. C'est un milliardaire. Vous voyez, Dominique Audrey lâche, c'est un milliardaire. Donc, Dominique Audrey sur ce plateau peut être polygame. Non. Oui, Non. je suis milliardaire, je vous épouse. Oh. Et c'est un défi que je l'ai dit. Comment Monsieur ça? Michel, je suis milliardaire, j'épouse Dominique Audrey. Parce qu'elle a répondu, c'est un milliardaire. Donc avoir de l'argent justifie que vous ayez plusieurs femmes. Vous voyez déjà comment ça se construit dans le mental. Depuis qu'on débat ici, on dit il faut l'argent, il faut que pour se marier, il faut ceci, c'est des engagements. Mais monsieur Michel Gachou, est-ce que l'enfant est prête? C'est la première question qu'il faut poser à cette fille. Est-ce que tu te sens prête à assumer la polygamie? Oui, non. C'est là où se construit tout le débat. Vous prenez un enfant de la zone, qui est un enfant né dans une zone sahélienne. Vous l'envoyez en France à 0 ans, je sais, je dis n'importe quoi, 2 ans. Vous donnez les couleurs à l'enfant, vous le demandez de peindre, il va utiliser le jaune, il va utiliser l'ocre. Vous prenez un enfant qui était dans une zone forestière, vous lui donnez, je dis à 2 ans, sa maman a porté toute la grossesse, les 9 mois, on la couche, on l'amène en France. Il arrive en France, donner des couleurs, il va utiliser le vert, il va utiliser des couleurs propres au milieu. Vous prenez un enfant qui a vécu dans une zone balnéaire, comme le littoral, vous lui donnez des couleurs, faites cette expérience. Vous allez voir les couleurs qu'il va prendre parce que c'est l'environnement de cet enfant. Les Africains se battent aujourd'hui à s'incruster, à devenir des hybrides dans une société qu'ils ne comprennent pas, la société occidentalisée. Nous sommes de nature bantou et nous sommes de nature polygame, monsieur Michel Gachou. Donc ce garçon de 26 ans, il se prépare à ça. Il développe. Il développe ce principe, c'est ce que je vous ai dit. Il était dans un environnement de polygame, il a vécu un ensemble de choses. Ouais. Ne pensez pas que vous, le père, parfois vous sortez avec l'enfant, vous êtes dans la voiture, la petite vous appelle, vous causez, vous pensez que vous avez un naïf derrière. C'est lui qui se moque de vous derrière la voiture. Il sait que vous causez à une femme autre que sa mère. Il suit vos différents échanges, les éclats de voix avec la maman. Il rit, il est assis, il voit les regards. Parfois vous sortez avec l'enfant, vous allez manger, la petite arrive. Vous dites à la petite, assieds-toi là-bas. Pendant que vous mangez avec l'enfant, psychologue, il voit, ça construit l'enfant. Il se rend compte que son père a réussi à gérer son foyer dans cette stabilité. Je dis n'importe quoi. Il se dit donc qu'il va devenir. Vous avez donc... Il ne fera pas dans la petite de 19 ans à ça. Monsieur Michel Gachou, il n'a fait que mettre un avis. Je veux être polygame. Je veux te prendre comme deuxième femme. Au niveau de la construction, je suis d'accord avec vous tous sur le plateau, qu'il n'a pas respecté le principe de la polygamie. Ce n'est qu'un vœu. Il a dit, je vais être polygame et je souhaite te prendre. Maintenant, il dit à la fille, je vais venir rencontrer tes parents. Alors là, c'est là le piège. Et c'est là que je dis à cette fille, oui, encourage-le à venir rencontrer tes parents. Il ne viendra pas. Il ne va pas venir. Dis-lui qu'il vient, que ma mère est prête à te rencontrer. Maintenant, il dit à sa mère que comme tu vois la il parle de polygamie, il parle de ceci, mais viens et écoutons-le. Le garçon va venir. Je ne suis pas sûr qu'il réussira à tenir. Il ne faut pas souvent bloquer les enfants. Ne bloquez pas les enfants. Viens qu'on débatte. Viens qu'on débatte. Non, c'est ça la théorie. Viens me convaincre. C'est là la théorie bantou. Ouais. Viens me convaincre que tu veux véritablement prendre une deuxième femme. Tu vas avoir 2 femmes. Le gars va venir, va s'asseoir devant la mère. La mère va le laisser parler. Et puis la mère va lui poser donc des questions propres. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Au finish, elle va lui dire vraiment, ni le travail, tu n'as, ni un domicile, un local pour toi. Parce que c'est la première question. Ma fille que tu viens prendre à vivre où? Bonne question. Elle vient en location. Donc il ne faut pas souvent couper. Permettez à ses enfants de rêver. Peut-être elle se sent, elle voit les frustrations que vit sa mère. Chaque jour, comme disait tout à l'heure Carole, elle dit, sa mère souffre, elle avait son père, mais elle souffre parce que le père n'est jamais là. Elle dit que de souffrir ça, je préfère moi entrer dans la polygamie. Donc il faut souvent analyser, et si l'enfant se sent prêt à vivre la polygamie, laissez-la partir. Laissez-la vivre et encadrer. Merci infiniment, cher Lamel Bachou. Et vous également, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Qu'est-ce que ça vous... Du moins, où est-ce que ça vous ramène véritablement ce matin? La question de la polygamie, un débat qui ne cesse de faire débat. Si vous voulez, un sujet qui ne cesse de faire débat. C'est important de le dire. Restez sur Equinox, tout de suite la colère. Je m'interroge ce jour sur la question
du sommet portant sur le financement des économies africaines qui s'est achevé, on va dire, de ce côté de l'Europe, de ce côté de la France, avec comme modérateur principal le président Emmanuel Macron, qui proposait un nouveau deal, ce qu'ils ont appelé New Deal. Comment comprendre ce New Deal du financement des économies africaines pour aider les pays à surmonter le ralentissement du financement des économies africaines? Comment comprendre des années encore après les indépendances que l'Afrique soit confrontée à sa pire récession économique depuis 25 ans, en grande partie, dit-on, à cause de la pandémie Covid-19? Et si la Covid-19 était réellement mise sur pied, entre guillemets, idée pensée, pour réaffaiblir davantage les économies, entre guillemets, en voie de développement? Comment comprendre toutes ces dettes que cumulent les États africains à ce jour? La dette du continent a quasiment triplé entre 2006 et 2019, selon une étude conduite par le Trésor français, qui rappelle que le Fonds monétaire international estime à 290 milliards de dollars les besoins de financement externe africains pour 2020-2023. Comment sont-ils arrivés là sans que nos amis de la France, ceux qui veillent, qui sont censés veiller, les amis des Africains, n'aient pu attirer l'attention? Où est passé le développement réel en l'autonomie sociale? Qu'est-il arrivé aux vertus magiques du marché sur le bien-être du continent? Ne sont-ce pas des épistémistes qui font passer l'autonomie sociale d'un ajustement structurel à un autre sans atteindre le développement réel? On estime que l'économie du continent va se contracter de 2,6% dans le pire des cas, poussant environ 29 millions de personnes dans l'extrême pauvreté et entraînant 19 millions de pertes d'emplois, tandis que les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne devraient diminuer de 23,1%, soit 37 milliards de dollars. Ce qui voudrait tout simplement dire que nous sommes d'entrer dans une ère où il n'y aura plus de classe moyenne, on aura des extrêmement pauvres et d'extrêmement riches, ou de personnes extrêmement riches. Voilà les deux classes vers lesquelles on est en train d'aller. Comment comprendre les courbettes des chefs d'État africains devant la mère patrie, alors qu'ils avaient encore la latitude de trouver de nouveaux moyens de financer leur développement face à l'énorme retard qu'ils accusent tous? Comment comprendre cette manie de toujours faire les prêts sans jamais établir des plans justes de remboursement? Comment comprendre que dans leurs multiples rendez-vous officiels, les dirigeants africains ne se soient pas rendus compte que le financement du développement de l'Afrique est déjà en panne avec la pandémie Covid-19 qui menace d'inverser davantage la lenteur des progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine? Comment comprendre cette facilité qu'ont les États africains de toujours dire « nous gardons le sous-sol africain pour les générations futures ». Pendant ce temps, on plonge les autres dans une famine extrême, on protège ceux qui devraient être censés utiliser ces biens pour nourrir le peuple. Ils font des crédits, ils font des prêts, ils disent protéger le sous-sol. Au nom de quoi? Ça sert à quoi d'être debout, flageolant avec la nourriture sous les pieds? Comment comprendre ces discours des dirigeants africains qui estiment que la pandémie a fait reculer le processus du développement, poussant les États dans un besoin de ressources financières supplémentaires pour permettre aux économies en développement de réagir efficacement, non seulement à la pandémie, mais aussi de se rétablir et de se reconstruire? Comment le croire lorsqu'on sait que l'Afrique a été le continent le moins touché? Comment comprendre cette facilité à courir vers les crédits pour nos chefs d'État lorsqu'on sait que l'ensemble des prêts réalisés sur l'an n'ont pas permis à l'Afrique de se réaliser? On enregistre de manière plus lamentable la faiblesse des systèmes de santé publique en Afrique, les filets de sécurité sociale limités, le niveau élevé d'inégalité, le lourd fardeau de la dette, la réduction des recettes fiscales, les sorties des capitaux, le manque d'accès adéquat et suffisant au marché financier. Où est-ce que les pays africains en sont avec la lutte contre la pauvreté organisée dans les années 2000?
Que dire de santé pour tous lancé dans les années 80? La santé pour tous, l'a-t-on atteint dans les années 2000? La lutte contre la pauvreté lancée en 2000, l'a-t-on atteint en 2010? Cesser de gérer la pauvreté et passer à la gestion du développement. Non, le défi de l'Afrique n'est pas l'absence de liquidité ou de fonds pour financer le développement, mais plutôt toute une histoire construite autour de la gestion de la pauvreté, plutôt que du développement, en décrivant l'Afrique comme un continent pauvre, ayant besoin de l'aide de la communauté internationale. Comment comprendre que depuis des années, les pays africains ont passé le temps à présenter l'Afrique comme un continent pauvre, se contentant non pas de produire la richesse, mais de vivre des emprunts, mieux des crédits. Voilà le deal qui a été imposé entre la mère patrie. L'Afrique n'est pas prête, l'Afrique ne sera jamais prête, raison pour laquelle on va puiser les réserves, tenir ces réserves et entretenir et donner à dose homéopathique un peu d'argent aux pays africains. N'oublions pas que tout récemment, c'est le président Emmanuel Macron qui s'est levé pour décider sur le cas de la Centrafrique. Bon Dieu, comment comprendre que les dirigeants africains ont la responsabilité de construire le nouveau récit de l'East Afrique, ne le font pas, mais préfèrent aller commander de l'argent alors qu'ils disposent de la matière première, quand il fait de la lutte contre la corruption, la fraude fiscale et les flux financiers illicites, pied angulaire d'une mobilisation réussie des ressources intérieures. Les emprunts et les aides n'aident pas l'Afrique, le mal est plutôt à l'intérieur. Le Covid-Gate en est un cas. Les 180 milliards ont été mis à disposition pour relancer, on va dire, les différentes économies, pallier à cette pandémie. Où est-ce que cet argent a échoué? Dans les poches des différents gouvernants de ce pays. Et la preuve, ce sommet de financement, on a encore eu le Cameroun qui a trouvé son siège là-bas pour aller négocier, histoire d'avoir un peu d'argent. Les dirigeants africains doivent également honorer les engagements pris dans le cadre du programme d'action d'Addis Abeba de la 3e conférence internationale sur le financement du développement, notamment pour réduire sensiblement les flux financiers illicites, lutter contre la fraude fiscale et la corruption, réduire le coût de transfert de fonds et soutenir d'autres efforts visant à renforcer la mobilisation des ressources nationales. Conséquence, ce sommet sur le financement des économies africaines est, pour de l'avis des experts, un flop. Un flop véritable, parce qu'on a discuté de tout, mais jamais des problèmes essentiels de l'Afrique. On a parlé du développement en Afrique, et ils ont cru qu'on parlait du développement de l'Afrique. Bravo. Merci beaucoup, Charles Mbachou. Et bien là, cette colère ce matin nous permettra peut-être de revenir sur un vidéogramme lors de la préparation de cette émission que je regardais encore sur le président Laurent Désiré Kabila, ex-président de la République démocratique du Congo, et qui lors d'un entretien avec la presse faisait bien sûr entendre que lui, de son temps comme président de la République démocratique du Congo, avait choisi de ne faire aucun emprunt à l'étranger, avait choisi de ne pas tendre la main aux institutions de Bretton Woods aujourd'hui. Et bien là, disons à ces derniers que je ferai avec ce que j'ai ici, et avec ce que j'ai ici, je vais repenser justement le développement de mon pays. Tout en rappelant, souvenons-nous à cette période-là, aux différents ambassadeurs qu'ils ne trouvent pas d'intérêt que les ambassadeurs étrangers, que ce soit américains, français, belges, prennent le temps permanemment d'appeler les ministres congolais pour pouvoir leur dire des choses. Parce qu'aucun ministre congolais ne pourrait le faire dans les pays dans lesquels justement ces représentations diplomatiques sont bien sûr présentes. Mais comment comprendre aujourd'hui qu'on arrive à cette réalité auquel les États africains sont toujours en train de tendre la main? Est-ce que les cas patents aujourd'hui de la République démocratique du Congo, d'une part, ou encore de la République centrafricaine notamment, qui hier encore, souvenez-vous avec l'arrivée de Touadéra, a choisi effectivement de se mettre à dos la France. La France qui a choisi de couper le robinet du financement ou du budget qui est censé être alloué à ce pays. Les pays africains ne peuvent-ils pas aujourd'hui se réveiller et dire à la France, nous vous faisons cadeau de tout ce que vous avez comme réserve dans vos banques étrangères et désormais nous actons bien sûr notre indépendance économique aujourd'hui. La question mérite justement d'être posée, sensibilisation, que les Africains qui nous regardent ce matin nous laissent leurs commentaires et avis. L'Afrique peut-elle se libérer et comment en arriver là justement? Le débat est long, c'est pas aujourd'hui que ça commence, Bébé Ndjouaka, sur cette question du financement des pays africains. Charles tout à l'heure mentionnant encore ce nouveau deal que le président Macron, le président français aurait bien voulu mettre en place avec les pays africains.
Ben, ce qui est curieux, c'est que les Africains, peut-être n'y comprennent pas grand chose. L'argent, vous n'avez pas d'argent. L'argent, tout ce que vous avez comme argent vous vient pour les pays africains de la France parce que vos réserves sont dans les banques de France. Est-ce qu'on ne peut pas choisir aujourd'hui, nous Africains, de dire, ça prendra 10 ans ou 15 ans, le temps pour nous de nous refaire, on vous fait cadeau de tout ce que vous avez et on repense nos pays économiquement comme nous voulons. Michel Ngachou, moi j'ai fait quelques recherches. On parle de la dette. Et l'Afrique, la dette africaine cumulée de tous les pays africains est estimée à environ 800 milliards d'euros. 800 milliards d'euros. La population africaine, 70% jeune, car à peu près de 35 ans. La France à elle seule, la France, seule a une dette cumulée à presque 2600 et quelques milliards d'euros. Comment un pays qui a 2600 milliards d'euros peut venir en aide à tout un continent qui a une dette de 800 milliards d'euros? Voilà. Ça pose un problème. Comment moi j'ai 10 macabos chez moi, toi tu as un seul, tu veux venir m'aider? Il faut se poser des questions. Il prend votre macabo, vous vous donnez. Non. La France, je veux dire, l'Afrique, c'est le continent le plus riche De la planète. de la planète. Le futur du monde, c'est l'Afrique. Ils l'ont compris. Il n'y a que nos chefs d'État qui font semblant, qui le savent. Non, ils le savent quand même. Ils le savent très bien. Quand on dit qu'on va aider l'Afrique, on puise l'argent où pour aider l'Afrique? C'est dans nos propres réserves. Et pourquoi vos réserves sont logées en France? Pourquoi pas en Afrique? Mais dis donc, si l'esclave veut rester esclave, je pense qu'on nous tend une brèche. On nous dit libérez-vous, mais on ne veut pas se libérer, on ne veut pas sortir de là. Je pense que le sous-sol africain est extrêmement riche. On a besoin d'aller quémander, d'aller taper les mains, d'aller quémander à la France ou aux Européens. On devrait pouvoir développer nos économies, financer les PMI, PME, les start-up. On n'a pas besoin d'aller là-bas quémander. Ça fait mal. Alors, on a vu. Vous voyez? Dans ce que vous dites justement, parce que c'est très pertinent, il n'y a que... on se rend compte qu'en matière d'abord, je vais revenir sur un petit exemple, en matière de réserve d'or, on vous dit que le Cameroun à lui seul a la plus grande réserve d'or dans les, si vous appelez dans les caisses françaises aujourd'hui. 40% quand même, comparativement à tous les autres pays qui sont sous je vais dire, le prisme français. Le Cameroun a lui seul aujourd'hui. Ouais. Est-ce que le Cameroun peut penser son indépendance économique véritablement aujourd'hui? Je vais dire, c'est nos analyses à nous, ici. On n'est pas expert en économie pour mieux le dire. Mais on donne notre petit avis comme citoyen camerounais. Est-ce qu'on ne peut pas dire, j'insiste là-dessus, nous Camerounais, nous évaluons ce que nous devons à la France et nous disons à la France, ce que tu as dans nos caisses, là-bas, ça paye nos dettes et on se remet de côté. S'il y a des réserves ici, s'il y a des restes à te reverser, on va se battre sur un bon nombre d'années, on te reversera et on se libère de cette France qui est pernicieuse pour l'Afrique aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils ont les couilles pour le faire? Qu'est-ce que vous entendez par couilles? Vous avez les dirigeants africains qui ont... Leur seul but, c'est de rester au pouvoir. Tant qu'il est au pouvoir, ok, il jouit de tous ces avantages-là, il s'en fout de la jeunesse. Ces gars ne veulent rien faire pour la jeunesse. Ils n'ont pas de projet pour la jeunesse. Tout pour eux, rien pour les autres. Et comme Charles Hamel disait, on est parti pour appauvrir davantage les pauvres africains. Parce que ces dettes qu'on contracte, on les rembourse comment? On brade le sous-sol. Non, ils disent qu'ils gardent ça pour les générations. On garde pour les générations. On a déjà hypothéqué le sous-sol africain pendant près de 50 ans. Mais on n'est pas sorti de l'hier. Quand vous dites vous gardez pour les générations futures, quelle génération? On dit un nouveau deal pour entamer des nouvelles dettes, contracter de nouvelles dettes, qu'on va imputer
affecté aux générations futures et vous dites que vous gardez le sous-sol pour les générations futures quand ces mêmes gens en même temps, vous qui nous demandez endettent 60 exploiter. 60 années que la France est en Afrique. Qu'est-ce que la France a apporté de mieux aux Africains? Regardez la Centrafrique. Aujourd'hui, on menace le gouvernement de Faustin Archange Touadéra. On lui dit, parce que ce monsieur, il a les couilles. Il faut le dire. Vous avez dit, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà un monsieur qui a les couilles. Ok? Ils ne sont pas nombreux. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont courageux. Il y aura toujours des Sankara, il y aura toujours des Omniobe, il y aura toujours. Mais voilà un monsieur qui dit non à un certain moment. Et je pense que si j'étais son conseiller, je lui dirais, je préfère vous laisser avec tout, comme tu le disais tout à l'heure, rester avec tout ça, libérez-nous définitivement. Voilà. Allez, Isabelle Carozopet, le financement justement des pays africains, on le sait, récemment on a vu la Russie, les sommets qui ont commencé, hein, sommet Afrique-Russie, la Chine qui dit aux Occidentaux que nous irons vous battre sur vos terrains africains, parce que la Chine aujourd'hui est plus que jamais présente en Afrique, les pays africains, pardon, qui font tout pour pouvoir contracter de nouvelles dettes, même auprès des bailleurs de fonds chinois, etc. Finalement, l'Afrique est-elle devenue, on va dire, ce continent où les gens restent les mains tendues, alors qu'ils ont tout, refusent de travailler, parce que simplement on a des suppôts, des Occidentaux qui sont considérés comme des sous-préfets occidentaux chez nous, et qui nous empêchent justement de nous libérer, économiquement parlant. C'est la bienvenue à de nouveaux sommets comme Russie-Afrique. Ça peut nous libérer, vous y croyez-vous? Pas vraiment. On a toujours comme l'impression qu'on est en train de vivre cette période coloniale, qu'on n'est pas définitivement sorti de cela, qu'on est toujours dépendant de ces nations, qu'on est toujours vraiment sous leur sein, qu'on a toujours besoin d'eux pour pouvoir souffle de vie. Pourquoi rester autant d'années la main tendue? On est pour le cas par exemple du Cameroun, on a combien d'années après les indépendances? Quel est le bilan qu'on fait? C'est de ça qu'il est question. Vous êtes indépendant, vous faites un bilan, vous vous rendez compte que vous êtes toujours dépendant. Ça veut donc dire que cette indépendance qu'on célèbre tout le temps, on n'est pas indépendant. On est toujours en train de tendre la main, c'est un fait, pas seulement propre au Cameroun, mais à plusieurs pays africains. Qu'est-ce qu'on fait de cette main tendue, encore de cette somme qu'on remet même? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on met réellement ça à profit? On a la chance d'aller de ce côté, de voir ce qui s'y passe, de voir le développement, de goûter à ça, de vivre ça. Pourquoi c'est donc si difficile de pouvoir implanter cela ici? Qu'est-ce qui bloque Michel Gachou? Dernièrement, quand on parlait des trains qui devaient justement, qui ont repris pour Douala Yaoundé et tout ce qui va avec. Vous avez donc, on a vu les images. On a vu des images des trains. On a même comparé, parce que ça allait très vite sur les réseaux sociaux, à ce qu'on a eu il y a fort longtemps. On a bien évidemment compris qu'il n'y a pas de différence. Ça veut donc dire que il y a une absence de volonté de vouloir avancer, de vouloir développer. On a l'impression qu'à la fin, on se plaît à toujours être avec ces personnes. On se plaît à toujours évoluer avec ces continents. Même pas évoluer avec eux, parce qu'en fait, ils évoluent seuls. Mais nous, on est toujours en train d'évoluer. Or, ce qu'on oublie, c'est qu'ils n'ont rien qui soit au-delà de ce qu'on a. On refuse de se développer. Ils n'ont rien, parce qu'en réalité, ce qu'on fait peur aux Africains, c'est qu'on vous dit, nous, on a les armes. On a des armes chimiques. On a des armes nucléaires et tout ce qui va avec, tout ce qui va avec, autant pour moi. Et vous, Africains, vous n'avez rien. Est-ce que c'est pas, en parlant justement des financements des pays africains, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que l'Africain comprenne qu'il a tout et que l'Européen n'a rien et que l'Européen vient forcément tout puiser chez lui? Qu'est-ce qu'on fait pour que l'Africain se réveille aujourd'hui? Pour que l'Africain se réveille, il faut que ceux qui dirigent ces Africains améliorent leurs conditions de vie. Quand vous voyez des gens tous les jours prendre la mer, c'est pour aller où? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quel est l'objectif principal? L'amélioration de leurs conditions de vie. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est ça qui est le principal objectif. Ça veut dire que si on a le minimum, on n'ira pas chercher de l'autre côté. On se contentera de ça. On pourra développer ça. Encore qu'on a les atouts naturels favorables tels que le climat, qu'eux ils envient. Pourquoi ne pas mettre autant de choses telles qu'elles à profit? Gardez la parole, Isabelle Carozopet. Madame, Monsieur, restez sur Equinox Télévision et nous saluons hautement les peuples africains ce matin qui nous regardent. Nous tentons, en tant que petit peuple également, de donner nos points de vue, mais surtout d'analyser à notre façon. Les experts, où sont-ils ce matin? Bon retour, mesdames et messieurs, merci encore à vous, merci à tous de nous rejoindre ce matin. Eh bien, plaisir immense de vous rendre activement que le Cameroun est en mouvement aujourd'hui. Comment comprendre véritablement la question des dettes ou de la dette africaine qui est
toujours originaire, si vous voulez, vient de l'extérieur aujourd'hui. Les Africains, les nombreux pays africains, tout comme le Cameroun, véritablement, peut-il choisir de dire non à la dette, non à l'octroi, non à ce qu'on appellerait aujourd'hui les nombreux budgets qu'on pourrait donner à ces pays pour pouvoir repenser leur développement? Souvenez-vous simplement, comme Charles Lamel l'a d'ailleurs très bien mentionné dans la colère exprimée ce matin, que le Fonds monétaire international a, il y a environ un an, donné au Cameroun 180 milliards de francs CFA pour lutter efficacement contre la Covid-19. Finalement, qui sont ceux qui ont cloqué les 180 milliards? Alors, l'autre questionnement quand même, c'est de savoir, le FMI sait exactement que le Cameroun était un mauvais élève en matière de gestion des fonds publics. Mais le FMI, qui d'ailleurs est dans son rôle de vous donner toujours de l'argent, autant de fois vous demanderez, elle vous donnera. Est-ce que le FMI aussi n'est pas en train de jouer à un jeu qui n'est pas de nature à aider les Camerounais? Parce que si le FMI voulait véritablement, on va dire, l'évolution du Cameroun, parce que d'aucuns nous disent aujourd'hui, Charles Lamel, s'il faudrait que le Cameroun obtienne les 1000 milliards qu'ils attendent justement du FMI maintenant, il va falloir désormais que vous vous laissez vous-même être dirigé. Mais on est en train de vous conduire de manière c'est-à-dire subtile à un nouvel ajustement structurel. Vous n'allez jamais ressortir. Non seulement ça va faire ajustement des coupes de salaire, ça va encore entrer des coupes de salaire. J'ai dit on aura, vous allez voir, on va compter les morts dans les rues. Non seulement justement structurel, il y a coupe de salaire, vous le dites très bien, il y a dévaluation justement de la monnaie, si vous voulez. Et bien c'est une nouvelle crise économique qui doit s'instituer, et au-delà de la crise économique, au profit justement des institutions de Bretton Woods, notamment la France. Alors, est-ce que ce n'est pas l'occasion aujourd'hui d'interpeller les Africains, les Camerounais notamment, puisque nous sommes au Cameroun ici, à se dire, il faut urgemment faire quelque chose pour en sortir. Avant que vous nous expliquiez là-dessus, Dominique Audrey nous laisse également son commentaire sur cette histoire. Peut-on se libérer ou pas, Dominique Audrey? Parce que là, vraiment, la question, c'est autour de comment avoir son indépendance économique aujourd'hui. Moi, j'aurais bien aimé qu'on pose la question, comment on se libère? Parce que la liberté, elle s'arrache. Elle s'arrache. Un peu comme toi, Vera. Et oui, c'est pour ça que le chanteur Tikenja Fakoli disait qu'il n'y a que l'Afrique qui peut se sauver en elle-même. On ne devrait pas attendre que notre Messie, le sauveur de la mer Afrique, soit un de ces pays-là, soit la France. Ce n'est pas possible du tout. Le New Deal dont parle Emmanuel Macron aurait pu, dans une certaine mesure, porter des fruits, mais avec ces pays africains où c'est la présidence à vie, où c'est la corruption, où c'est le népotisme, ou bien on a une sclérose de la classe politique, vous voulez que ça s'applique où et comment? C'est impossible. C'est impossible que ça fonctionne, que ça marche. Ça ne va pas marcher. On vous dit que le FMI, dans sa magnanimité, certainement, a dit qu'il fallait la somme de 285 milliards pour relancer tous ces pays africains. Et dans les 285 milliards, il y a 135 milliards de dollars pour des pays à faible revenu. Moi, j'aimerais bien comprendre sous la base de quoi vont se faire ces différentes répartitions entre autres. Mais ce qui me choque, et la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que nos dirigeants qui sont allés s'asseoir pour boire les paroles de la France et de toutes ces institutions-là ont pris la peine de lire, de vraiment lire la déclaration au sortir de ce sommet? Parce que dans cette déclaration, on va vous dire par exemple, il faut mobiliser le capital et le potentiel démographique de l'Afrique. Vous pensez que c'est pour l'Afrique ou bien c'est pour eux, ce capital-là? Oui, c'est tellement bizarre qu'on fasse asseoir des présidents africains pour vous parler du coronavirus qui a fait moins de dégâts en Afrique que là-bas, mais qu'on vous dise, qu'on vous promet, on va veiller à ce que vous ayez les vaccins. On va vous donner les vaccins là. Mais ça sonne bizarre. Il faudrait que les Camerounais aillent lire la déclaration sortir de ce sommet. Il y a plein de détails, plein de mentions qui vous font comprendre que ce sommet, ce n'est pas pour vous sauver, vous les Africains. C'est pour sauver eux. Parce que eux, ils sont en train de penser à leur relance économique à eux. Par vous, ou bien avec vous, ou bien grâce à vous, si vous voulez.
par ce que vous avez, par ce que vous allez travailler. On va vous parler de la relance du secteur privé. Ce n'est pas par rapport à vous, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Non, on est en train de mobiliser. Ils sont en train de mobiliser des investisseurs chez eux. Ils sont en fait, vous avez assisté à votre cérémonie, comme dans les films nigérians, on montre comment on mange quelqu'un et la personne voit comment on est en train de le manger. Donc on vous invite à un festin où c'est vous, la chair qu'on est en train de bouffer. On vous montre comment on va vous bouffer. Les 185 milliards, Sa Majesté a peint un tableau de quelqu'un qui a 10 macabos, mais qui va être aidé par quelqu'un qui n'a qu'un seul. Tout ce qu'il faut dire, c'est qu'il prend dans ce que vous avez, entre guillemets, pour vous aider, avec ses échéances, avec ses intérêts qu'il fixe lui-même. Jusqu'aujourd'hui, avec la France, on a entendu parler d'émergence, de développement, tellement de slogans, mais jusqu'aujourd'hui, une soixantaine d'années après, l'Afrique n'a jamais décollé. 60 ans. Pourquoi on ne se pose pas les questions de savoir, mais qu'est-ce qui va changer aujourd'hui avec ce New Deal d'Emmanuel Macron? C'est quoi la particularité cette fois-ci? Très bien. Alors, Charles Hamel, peut-être il faudrait reconvoquer les thèmes de la décolonisation française en Afrique. C'est-à-dire notamment le fait qu'on vous impose le franc, le franc CFA, si vous voulez, le franc des colonies françaises d'Afrique, qu'on vous impose la langue française, qu'on vous impose en même temps de vous laisser être géré par la France, qu'on vous impose une armée qui doit être gérée et organisée par la France. Bref, toutes ces clauses-là, sous De Gaulle, toutes ces clauses justement de la décolonisation sont 60 ans après, jusqu'à aujourd'hui, les freins réels d'une liberté économique du Cameroun, enfin, si vous voulez, du Cameroun, des pays d'Afrique. Alors, précisément, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour en sortir, pour se libérer? Est-ce qu'il y a au moins une possibilité où ce sont les peuples africains eux-mêmes qui doivent le faire? Permettez que ce soit un peu plus long quand même sur la question. Il y en a qui vous ont dit, faisons comme Gandhi et choisissons de ne plus consommer les produits occidentaux par exemple. Parce qu'avec Gandhi, quand même, on se souvient que pour lui, c'était la révolution du sel. C'est la non-violence que l'on prône. Alors, on est dans cette logique-là et on se dit, on ne consomme plus rien venant de la France, par exemple, sachant que si on ne consomme rien venant de la France, on est certain que les économies françaises vont chuter, quel que soit le type de communication qu'ils feront. C'est un engagement. Les peuples africains peuvent prendre conscience, mais pour que ça marche véritablement, M. Mbathiou, qu'est-ce qu'on fait? Votre commentaire. M. Michel Ngatiou procédait comme la Chine, se refermer tout simplement et se développer. Lorsque la crise a commencé à frapper la France, lorsqu'elle s'est rendue compte que ça n'allait plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont procédé à la transposition de leurs multinationales, de ce que vous appelez les entreprises en Afrique. Vous les avez vus à travers, ils ont bien négocié ça. On a commencé le combat avec l'immigration, laisser les gens démonter les tuiles. Voilà les gars qui viennent mourir, ils sont tout le temps en train de prendre les bateaux pour venir se débrouiller parce qu'on ne parvient pas à les aider en Afrique. Il faudrait qu'on transpose, on a organisé l'immigration choisie, volontaire, où on vous finançait pour rentrer chez vous. Après, on vient créer des structures chez vous. On commence par vous dire que les produits que vous consommez ne sont pas bien. Pour ceux qui écoutent les radios qui viennent de l'autre côté, les produits africains vraiment ne sont pas bien. On a découvert telle molécule qui occasionne ceci. Vous avez vu les gens qui ont grandi dans l'huile de palme, qui ont mangé le bon héros avec l'huile de palme, qui ont mangé le zon, le terrain, qui ont mangé M. Michel Ngatiou, le sanga, avec les noix pilées, dire ah non, 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 vraiment on a trouvé des cellules, pendant on va manger des huiles, on va millénaires. consommer des huiles raffinées, on n'est plus dans ça. Vous avez désormais, on a abandonné l'huile rouge, on est tombé dans des huiles qu'on dit raffinées, des huiles qui ont moins de X, moins de Y. On a commencé à vous saturer, vous avez commencé à vous éloigner. Quels sont les principes pour perdre le poids? Il faut fuir le plantain, il faut fuir le riz, fuir tout ce qui est les patates, fuir ceci, les féculents. Il faut vous voyez comment on a moulé le cerveau pour vous faire dépendre uniquement de la consommation. L'Afrique est un continent de mendiants. C'est comme quelqu'un, on entend souvent des gens qui ont des belles maisons à Bonabriso, mais qui sortent toquer chez le voisin pour dire s'il te plaît, tu me donnes les allumettes. Et appelle le boy, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner? Vous voyez, il a la plus belle maison, il a les grosses voitures, mais c'est ça l'Afrique. L'Afrique, tous les chefs d'État africains sont devenus des mendiants, de malheureux mendiants.
Des malheureux. Mais regardez l'Éthiopie qu'on vous a présenté il y a quelques années, dans les années 80. Comment on disait que voilà un Éthiopien. On prenait des images. Les Africains surfent sur ça. Vous vous rendez compte que dans un pays comme le Cameroun, pour payer parfois les fonctionnaires, on est obligé de demander l'aide de la France? De faire des emprunts pour payer des fonctionnaires camerounais, monsieur Michel Ngatiou. Mais puisque vous réservez... Posez-vous la question. Pour construire une école, on a besoin des dons. Pour pouvoir construire des hôpitaux, on a besoin des dons. Construire un palais de justice, on va faire des emprunts. Palais de justice, il a été construit par le don de CDT ou je ne sais pas moi quoi. On vous fabrique des choses. Pour des routes, parce que là-bas, a donné tout l'argent. Voilà la route Babadjou Bamenda, c'est les Blancs qui doivent vous donner l'argent. Les formations, c'est les Blancs qui doivent vous donner l'argent. Même pour le Covid, c'est l'OMS qui doit vous donner les voitures avec des chauffeurs et le carburant. Mais monsieur Michel Ngatiou, voici la position que les sous-préfets d'outre-mer ont mis dans la tête. Et ça arrange le jeu. Je te fais l'emprunt, est-ce que je cherche à savoir comment tu gères l'argent? Bouffe, je t'aide même à bouffer. Je crée des mécanismes pour que tu ne réalises pas ça. Que tu restes éternellement demandeur. Que mandeur. Voilà ce que nous avons, nos chefs d'État africains. C'est des commandeurs. Il y a des liens qu'on ne coupe qu'avec la violence, monsieur Michel Ngatiou. Parfois, vous cherchez comment quitter une fille. Vous calculez tous les endroits, ça ne donne pas. Chaque fois, il dit que monsieur, ça va finir quand ça va finir. Un jour, vous acceptez que ça vient au carrefour. Quand elle va finir sur le carrefour, elle va dire que si son terminateur va s'arrêter, il faut à un moment donné couper. Regardez les jonctions, ça fait le tour de la toile, où on dit que Macron, très en colère, a appelé Touadéra. Il lui a passé un savon. Mais vous dites que vous êtes souverain. De quelle souveraineté parlez-vous lorsque vous allez commander jusqu'au savon? L'Afrique, le Cameroun n'a pas quoi? La Centrafrique n'a pas quoi comme réserve? Le Congo, la RDC n'a pas quoi comme réserve, monsieur Michel Ngatiou, comme sous-sol riche? On pouvait faire le blocus en disant, nous allons manger pendant 10 ans nos pains, nos hommes. Nous allons manger pendant 10 ans notre coquille. On ne sort plus. On fait. Voici les accords de partenariat. Je voudrais justement faire une trait d'union à ce que vous dites, parce que quand vous dites nous devons, nous sommes conscients d'avoir regardé sur plusieurs télévisions françaises justement comment est-ce que l'on implique les chefs d'État dans les loges aujourd'hui. Les loges, en réalité, il faut le dire, personne l'absait, peut constituer effectivement un autre prisme à travers lequel on vous tient, vous les chefs d'État africains. On vous dit, vous êtes le grand maître, vous êtes le grand gourou, vous êtes X, vous êtes Y ici, c'est vous qui nous commandez. Souvenez-vous lorsqu'on disait justement, quand c'est un président africain proche du Cameroun, c'est lui qui décidait de qui devait être ministre en France. Souvenez-vous, Charles Mbachou. On vous laisse croire que vous commandez en fait et au fond vous n'êtes rien. Est-ce que c'est pas à un moment donné ces éléments-là, oui, ces mécanismes mis en place qui continuent de faire de ces chefs d'État africains des esclaves de la France aujourd'hui? Passons justement là-dessus, c'est un trait d'union. Comment se libérer? Vous pensez qu'il faudrait à un moment donné qu'il y ait violence, qu'on se dise, quoi qu'il en arrive, nous disons non et nous, on se maintient. Sankara l'a fait, on a vu ce qui est arrivé à Sankara. On a vu le président tchadien, père son âme, Idriss Déby, qui a commencé à un moment donné à dire qu'il faudrait que l'on se mette hors du franc CFA et qu'on ne l'utilise plus. Oui. On s'en souvient de ce que Macron a dit lui-même, que il a appris que des chefs d'État voudraient sortir du franc CFA, qu'ils viennent le rencontrer et puis ils vont parler. Mais quelle oculence, Michel Ngatiou, il y a le Mouro Naba qui aimait toujours dire que cette maxime, tant que les Africains ne vont pas s'asseoir pour débattre d'elle, ils ne comprendront pas. Il disait, ne libère jamais l'esclave qui te rapporte de l'argent. La France ne peut pas libérer l'Afrique. Si les Africains ne prennent pas sur eux de se libérer, regardez tout ce sommet. Ce sommet vous parle des vaccins. Alors que vous êtes censé venir vous asseoir pour le financement, le pas le plus important sur lequel on va tabler sur la dette. Voilà les pays africains qui aiment bien se jouer. L'annulation de la dette. Le chef de l'État a demandé, a sollicité auprès de la France l'annulation de la dette. On a sollicité, mais qu'est-ce que ça paye? On vous dit, les chefs d'État, avec ce discours enregistré qu'on envoie dans les téléphones portables, dites à vos populations qu'on n'a pas encore touché le sous-sol, qu'on n'a pas encore tout percé, qu'on garde pour les générations futures. La France qu'on parle aujourd'hui, elle a les voitures électriques. Le gasoil là va nous servir à quoi? Le pétrole qu'on dit qu'on garde pour les générations futures là, va nous servir à pratiquement M. Michel Ngatiou. Ils sont avec les voitures hybrides, les voitures électriques. Ça veut dire qu'on prend l'énergie. Ça veut dire que votre carburant là, mais M. Michel, ça veut dire que votre uranium justement a exploité ici et c'est ça qui sait de l'électricité là-bas. Je suis en train de vous dire que le gasoil qu'on dit qu'on a gardé pour les générations futures, les générations futures vont faire quoi?
Voilà, aujourd'hui, les gars sont en train de tester, de mettre sur pied un mécanisme pour gérer l'eau. C'est-à-dire, désormais, l'eau sera le, comment vous appelez ça, le carburant. Désormais, l'eau sera le carburant. Ils sont en train de faire des tests. Les gars sont sur Jupiter. Pendant que dans nos villages, on peut encore cueillir le vin blanc avec la corde. Pendant qu'on va cueillir encore le vin blanc dans nos villages avec la corde. Mais c'est grave. Très bien. Merci beaucoup à vous, Charlamagne Bathiou. Merci pour vous, madame et messieurs qui nous regardez ce matin. Beaucoup de courage à l'Afrique, beaucoup de courage bien sûr aux pays africains et notamment le Cameroun qui a encore investi la colère, beaucoup de colère sur les Africains ce matin. Allez, qu'est-ce que nous dit sur la toile d'Isabelle Carole les réactions de nos téléspectateurs via le numéro SMS, mais surtout on les lira également sur Equinox TV. Isabelle Carole Zoupette. Bonjour à vous le plateau. Je pense pour la jeune fille qu'elle devrait se concentrer sur ses études. Un point, c'est tout. Dans notre culture, on dit qu'un monogame est le grand frère des enfants. Les problèmes dans les ménages sont les plus récurrents dans les foyers monogames. Alors pour ma part, la polygamie n'est pas un don des hommes, mais une volonté divine. Amidou de Fumban qui envoie la réaction. Autre message, bonjour à vous. Moi je pense que le développement de l'Afrique repose en grande partie sur ses dirigeants. Ces derniers ne comprennent pas qu'à un niveau, il faut savoir dire non et agir. C'est maintenant qu'il faut agir et pas demain. Agissons, disons non et développons notre continent avec ce que nous avons et commençons où nous sommes. C'est Diès Morel depuis Bafoussam qui nous envoie la réaction. Autre message. J'ai eu ce même problème, mais après je me suis décidée un jour et je suis partie. Et maintenant je suis très heureuse avec 2 jolis bébés. Le gars ne l'aime pas, qu'elle quitte ce vampire. Dieu est au contrôle de tout. Manuela depuis Limbé. Et le pire, c'est que la jeune femme vient de m'envoyer le message en me disant que c'est le premier. Le premier quoi? Donc ça fait 4 mois, il a décapsulé. Autre message, la France est un pays pauvre, tout en le franc CFA pour l'éco. Dieu vient nous en aide. Voilà, le message n'est pas signé. Autre réaction, voilà, bonjour à vous. C'est notre président de la République qui est responsable de cette situation malheureuse que nous vivons. Le RDPC veut tout simplement dire rendons définitivement pauvre le Cameroun et les présidents africains ont la place par de leur bien chez eux. Comment couper le lien? Voilà. Des réactions bien sûr sur la page Equinox TV, avec vous également, Dominique Audrey. Que nous disent nos amis téléspectateurs? Oui, Hugues Magne nous dit « Moi, je suis certaine que ce gars parle le mariage pour simplement baisser la petite culotte de la jeunette. » On a Peggy Laurence Défaut qui dit « Ça me rappelle un film nigérien qu'un garçon a promis le mariage à 3 copines uniquement pour pouvoir avoir des relations intimes avec elles. » On a il y a Sonia Dupont qui demande aux hommes de pouvoir répondre à l'affirmation de M. Bathiou qui aujourd'hui a libéré la parole et a révélé les secrets sur la polygamie de tous les hommes, du plateau surtout. On a insisté du plateau. Oui. Y a-t-il des hommes polygames ici? Charlamagne Bathiou est le seul polygame Non, du les hommes du plateau n'ont pas voulu. Charlamagne l'assume ici, il est le seul homme polygame. Oui. Voilà. Monsieur Michel, vous savez, on dit souvent que pour attaquer la femme, il faut prendre des exemples tout protecteurs. Vous avez vu, dès qu'on a dit les hommes sur le plateau, elles ont réagi toutes instantanément. On a demandé la parole ici dernièrement pour réagir par rapport aux déclarations de ces femmes. Nous sommes poussés, aujourd'hui on ne peut pas parler maintenant, on veut que les hommes réagissent. Voilà. Allez, on poursuit. Tatiana Clara nous dit « Je suis contre la polygamie, mais ma condition est que la deuxième femme soit prête à doter mon mari. Dans ce cas, je vais faire la liste de la dot. » Marceline Diongan, mon papa était polygame et ça se passait bien. Chez nous, mon papa avait très bien organisé sa polygamie, donc je suis pour la polygamie. On a Tatiana Clara, cette jeune fille est en train de se laisser exploiter par ce garçon. Il lui fait miroiter une éventuelle vie de couple qu'il lui donnera jamais. Il se sert juste d'elle pour son équilibre sexuel. On a également
Bon. Voilà, peut-être il y a tellement de messages en même temps. Et Oui, bien, il faut bien sûr le dire que sur la page Equinox TV, vous êtes très nombreux là-bas à laisser des commentaires et vous en profitez même pour poursuivre le débat à votre niveau là-bas. Nous vous saluons humblement et hautement. Allez, Consti Lamine, vous êtes avec nous ce matin à nouveau. Bonjour et bienvenue. Alors, bonjour Michel Gatchou, bonjour tout le monde et bonjour à tous les clients du concept Salaka et des magasins 1001 tapis. Pourquoi les magasins 1001 tapis? Une fois de plus, une très bonne nouvelle à l'endroit de tous nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent du côté bien sûr de Bonabéry, de Bojanga, de Beaumano, de Souza, de Limbé et bien sûr dans les environs de Douala 4e. Alors dans quelques jours le magasin 1001 tapis ouvre une nouvelle agence à Douala. C'est du côté bien sûr de la gare routière de Bonabéry, bâti sur plus de 350 mètres carrés. Vous aurez donc l'occasion d'accueillir dans quelques jours la nouvelle agence 1001 tapis de Douala, du côté bien sûr de Bonabéry. Et à l'occasion bien sûr des activités qui marqueront l'ouverture de cette deuxième agence du magasin 1001 tapis, la grande promotion se poursuit tout au long de ce mois de juin du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et nous allons tout de suite commencer ce matin tout en rappelant à tous nos nombreux téléspectateurs que les premiers clients qui vont se rendre au magasin 1001 tapis d'Aqua auront l'occasion d'acheter un parapluie parce qu'il pleut de plus en plus à Douala. Vous aurez ce parapluie à 150 francs pour les premiers clients à choisir le magasin 1001 tapis, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier. Si vous êtes parmi les premières personnes à commander un article au magasin 1001 tapis, vous recevez un parapluie comme celui-ci à 150 francs. Nous allons tout de suite rester toujours dans la nouveauté du magasin 1001 tapis. Ça se vend comme les bouts de pain parce que les gens ont compris qu'on a besoin de la bonne musique à la maison. Les gens ont compris qu'on a besoin d'écouter la radio Equinox, raison pour laquelle le concept Salaka vous permet d'acheter ce baffle musical rechargeable. Il coûte normalement 16 000, mais vous l'avez au magasin 1001 tapis à 13 000 francs. Ce baffle rechargeable prend à la télécommande, ça la radio Equinox, ça vous permet d'écouter une très très bonne musique. Je rappelle que le stock il est très très limité. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin tout en rappelant à nos nombreux téléspectateurs que les prix que vous allez voir à la télé sont les prix de promotion, mais dans le cadre de la double réduction, vous les achèterez à moins que ce qui est affiché à la télé. Par exemple, les tapis antidérapants qui coûtent à partir de 16 000, vous les aurez à 15 000 francs. Pour dire tout simplement, le prix que nous montrons à la télé est un prix de promotion. Mais quand on est au magasin 1001 tapis, on vous fait encore une réduction sur le prix que nous affichons du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Après donc, nous allons tout de suite parler des robots mixeurs Double. Le prix de promotion est de 11 500 francs, mais vous l'avez tout au long de cette semaine à 11 000 francs, un robot mixeur Double. Véritable double réduction. Au lieu de 11 500 francs, nous vous vendons le robot mixeur neuf dans le carton à 11 000 francs au magasin 1001 tapis. Nous restons toujours dans ce magasin. Un fer à vapeur de 7 000, vous l'achèterez à moins de 7 000 francs au magasin 1001 tapis. Il est à vapeur, il est dans le carton, il est d'origine avec garantie. Vous l'avez à moins de 7 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Les régulateurs de tension numérique qui coûtent d'habitude à partir de 15 000 francs, mais vous les avez tout au long de cette semaine à moins de 15 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. On parle également de plus en plus des laptops Core d'audio. Il a 320 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, webcam. Vous l'achèterez à moins de 90 000 francs. Retenez tout simplement que la phrase commerciale, c'est moins du prix affiché au magasin 1001 tapis. Nous restons tout... Oh là là, regardez bien sûr la beauté, le bijou du concept Salaka, la nouveauté du concept Salaka, baffle musical rechargeable avec sortie radio, Bluetooth, USB et porte-micro, sans oublier que ça, la télécommande, au lieu de 16 000 francs, nous vous vendons ce baffle musical rechargeable à 13 000 francs. Oui, 13 000 francs baffle musical rechargeable, des rallonges d'origine 6 sorties,
Au lieu de 5 500 francs, vous les acheterez à 5 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Le détendeur intelligent IGT, le prix est de 12 000, mais nous vous permettons d'acheter ce détendeur intelligent à moins de 12 000 francs au magasin 1001 tapis. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. Les grands robots mixeurs 2 balles. Regardez la présentation physique de ce robot mixeur. Le bol à eau à 6 lames, le bol à sec à 4 lames. Au lieu de 22 500 francs, nous vous le donnons à moins de 22 500 francs. Un tapis. On reste toujours au magasin 1001 pour parler des clés USB à moins de 9 500 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. On parle également de plus en plus d'autres articles tels que l'ordinateur complet. Au lieu de 67 500, nous vous le donnons à moins de 67 500. Un ordinateur en tour, écran plat 20 pouces au magasin 1001 tapis. Le grand fer à vapeur à moins de 13 000 au magasin 1001 tapis. C'est à Douala du côté bien sûr d'Aqua. Les régulateurs de tension numérique à moins de 15 000. La sécurité des appareils, la garantie des appareils, c'est avec le concept Salaka. Nous restons toujours pour rappeler que vous avez des baffles de musique à moins de 16 000 francs, des ordinateurs complets, des robots mixeurs, des détendeurs intelligents et bien sûr tous ces articles-là s'arrachent au magasin 1001 tapis. Passez vos commandes, on vous livre à domicile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Consti Lamine, ça marche très bien. Eh bien, il va falloir rappeler, madame, monsieur, que nous sommes sur Equinox TV avec 10-12, le Zénith, votre talk show qui se poursuit à l'instant. Et dans un moment, nous serons investis dans la revue des réseaux sociaux avec Isabelle Carozopet, qui s'arrêtera bien sûr sur quelques sujets qui ont retenu son attention ces derniers 24 heures. Mais au-delà de ce sujet, interpellation quand même, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Batié précisément, où le chef, justement le faux Batié, exige au sous-préfet de rembourser l'argent pris aux élites Batié en ce qui concerne bien évidemment la polémique autour du chantier de la sous-préfecture de Batié. Alors, dire que de ce côté, il y aurait eu justement de l'argent que le sous-préfet aurait pris aux autorités, du moins aux élites de la localité, et le chef justement de cette communauté, à en croire le journal Ouest Éco ce matin, qui demande bien évidemment à ce dernier de revenir verser l'argent qu'il a pris aux élites de Batié pour la construction du sous-préfet, de la sous-préfecture de cette localité. Mais vous en riez. Vous en riez. Oui, d'accord. Qui doit construire la sous-préfecture? Mais c'est l'État en réalité qui devait construire la sous-préfecture. Donc le sous-préfet a profité pour se faire un peu de... Parce que quand le chef quand même demande de venir ramasser l'argent, ça veut dire... Il est allé sur la base que ce n'est pas pour nous. Nous on passe. L'église là. C'est pour vous. La paroisse qu'on construit, c'est pour ça vous. Même. Ça va rester chez vous, ça ne partira jamais. Est-ce que nous on va amener vraiment contribuer pour la construction? Et on a contribué pour la construction. Ça va rester, c'est incroyable. Comment on va avoir le terre? Je vais partir. L'État n'a pas d'argent, aidez-nous à construire. Merci beaucoup. Lancer, monsieur Michel. Ah, c'est bien le Cameroun. Hein. Il y a des sujets quand même assez... Allez, on va bien sûr le dire. En ce qui concerne le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, madame, messieurs, c'est certainement demain, si tout se passe bien. On nous fait savoir que le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, monsieur Kouadio Konon-Bertin, dit qu'Akabe échangera bien sûr aujourd'hui, mercredi 2 juin 2021, à 15h avec le FPI Pro, Gbagbo, effectivement, à son siège à la Riviera 3. Eh bien, la question évidente est de savoir, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y en a qui veulent que Laurent Gbagbo rentre sans faire de bruit. Et il y en a qui pensent que Laurent Gbagbo, en tant qu'ancien président, doit rentrer et doit être normalement accueilli par ses populations. Mais ça fait débat. Il y en a qui pensent qu'il ne devait pas rentrer avec un tambour battant et voilà. Mais Laurent Gbagbo demande aux populations, d'ailleurs à travers un tweet qu'il a fait hier, tenez-vous prêts, justement. Comme pour dire que j'arrive. Voilà. Merci à vous. Isabelle Carozopet, la revue des réseaux sociaux. Revue des réseaux sociaux, on s'intéresse à l'instant avec encore cette autre manifestation. Ce n'est pas pour la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, c'est la énième fois justement qu'on observe ce type de manifestation. Là, je vous entraîne du côté de Yaoundé où on a des
des patients malades ou encore des hémodialysés de l'hôpital général du côté de Yaoundé. On va le dire, ils sont plus de, ou encore environ à 500 malades ou encore 500 patients donc hémodialysés de l'hôpital général de Yaoundé qui ont à nouveau donc battu le pavé pour dénoncer leur situation pour ce qui est de leur prise en charge ou encore mauvaise prise en charge de ce côté-là. Ils ont tenu à travers pancarte à main, à travers tout ce qu'ils ont pu tenir comme discours, à dénoncer cette situation chaotique qu'ils ne cessent de vivre avec cette santé aussi fragile et cette prise en charge qui tarde ou encore qui ne voudrait pas justement se faire. Voilà, c'est pas aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pour ces populations, Dominique Audrey, tout le temps? Ces malades, on aurait bien voulu voir une image. C'est terrible. Pour continuer à mieux comprendre ce qu'ils vivent. Tout le temps, des revendications permanentes. On leur envoie notre soutien. On sait quand même qu'aujourd'hui, il y a un budget voté à l'Assemblée nationale pour le fonctionnement du ministère de la Santé publique au Cameroun. La question des patients d'hémodialyse ne concerne pas l'État du Cameroun? Logiquement, si. Logiquement, si. Et justement, on a un problème, tous les jours, je le mentionne, au niveau de la démographie. Il est important qu'on répertorie dans nos différentes localités le nombre de malades souffrant de cette pathologie-là. Je crois que si on avait un système de santé informatisé, on aurait pu avoir dans des machines le listing complet du nombre de malades qui devaient subir cette hémodialyse. Et par analogie, par conséquent, on aurait pu prévoir le nombre de kits nécessaires, aller même jusqu'à prévoir le nombre de kits pour ne pas avoir des pénuries et avoir des gens comme ça qui sortent dans la rue. Monsieur Mbachou, Charles Hamel, à plusieurs reprises ici, nous a laissé entendre qu'on a une certaine caste de notre société qui s'amuse à prendre des produits qui sont destinés à la population en grande quantité. Parce qu'on peut accepter qu'ils soient malades et qu'ils en aient besoin, mais qu'ils ne prennent pas tout. Malheureusement, on est obligé de se dire peut-être qu'ils ont finalement tout pris pour les leurs et pour leur famille, qu'ils stockent chez eux. Et on a ces pauvres citoyens qui n'ont personne, qui ne sont personne et qui ne connaissent personne, qui sont obligés de s'asseoir comme ça dans la rue. Donc moi, je leur dis de rester là-bas. Est-ce que le Cameroun ne fait pas un peu peur quand même, Ben Mondonjo, encore aujourd'hui, avec la question de ces malades qui sont abandonnés? On parle quand même de dialyse. Vous imaginez les coûts, vous imaginez que le Cameroun soit en manque de kits et que l'on ne s'en préoccupe presque plus et que tous les regards soient focalisés sur Covid. Heureusement que le scandale a dégénéré. Peut-être on prendra encore peut-être soin de cette fois-ci. Je vais parler comme un humoriste qui avait dit Arankaba. Donc ça donne l'argent. Donc là où ça donne de l'argent, on est concentré. Covid, hein, en quelques mois, ça produit beaucoup d'argent. Mais même avant Covid, ces gens souffraient. Voilà, je veux simplement dire aujourd'hui, tout est focalisé sur le Covid. Comme si d'autres maladies avaient subitement disparu. Dans le ministère de la Santé, tout un ministère, tout un gouvernement ne parlait que de Covid. On a oublié tout le reste. Je pense que cette affaire des patients d'hémodialyse, c'est pas seulement aujourd'hui on parle de Yaoundé. On l'a vécu ici à Douala, dans d'autres coins du pays. Bien sûr. Vous pensez que Dominique parlait des répertoriés, ils savent tout ça. Vous pensez qu'au ministère de la Santé, on ne le sait pas? Quand on vous dit que les hôpitaux n'ont pas de plateau technique, il manque d'oxygène ici, il manque de kits ici, ils le savent. Mais il fait une tournée, non? Actuellement. Ils le savent. Le ministre de la Santé, quand il est arrivé, on a tous applaudi parce qu'il faisait des visites inopinées dans les hôpitaux. Il visitait des hôpitaux, les centres de santé pour voir ce qui n'allait pas, essayer de recenser ce qui n'allait pas pour mettre tout à flot. Mais là, du coup, avec le Covid, tout est arrêté. Tout est aux arrêts. On est concentré sur le Covid. Voilà les gens qui risquent de mourir. Malheureusement. Mais moi, je dis, je préfère qu'il meure là-bas en route que d'aller à la maison mourir. À un moment donné, il faut dire, on meurt ici. Parce que quand ils vont faire une journée, 2 journées, il n'y a rien, on rentre, on va rester à la maison. Vous mourrez, ça ne dit rien à personne. Hein. Ils ne sont même pas au courant de vous. Mais passez le temps là-bas.
Charles Hamel. Monsieur Michel Gatchou. C'est pas aujourd'hui, ce n'est plus nouveau. Mais on en parle parce que ça devient récurrent, ça devient même à la limite énervant. Pourquoi est-ce qu'on peut mépriser autant les Camerounais? Vous avez déjà eu tous les vaccins du BCG? Voilà. Vous avez eu les vaccins anti-rabiques, la rage? Vous avez déjà eu? Non. Attendez, donc vous allez voir les proportions des personnes mordues par des chiens. Vous allez les voir dans les rues en train d'aboyer, vous comprendrez peut-être de quoi je parle. Le Cameroun est dans une situation sanitaire très compliquée. Voilà les États-Unis qui, à travers un partenariat, sont en train de financer, d'aider le Cameroun à hauteur de 54 milliards de francs CFA pour la lutte contre le paludisme et le VIH-Sida. Pourquoi est-ce que l'État, en signant cette convention, ne pouvait pas dire vraiment on a des soucis dans tel domaine, plutôt que de privilégier les secteurs comme le paludisme, parce que nous avons déjà échoué, la nouvelle femelle nous a dépassé, on est passé en méthode de 1000 DAS, ça nous a dépassé. Vraiment, gardons le sida et travaillons sur les kits. Oui. Pourquoi est-ce que l'État du Cameroun, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est en train d'inaugurer les hôpitaux de référence, et je vais vous dire que ces inaugurations vont tourner dans les 50 millions, monsieur Michel Gatchou, mobiliser le staff, les missions, c'est tous les ministères qui se déplacent. Si cet argent aurait pu servir à importer, comme on a réussi à importer 5 millions de chloroquine et d'azithromycine, on pouvait aussi importer ces kits de ce côté de l'Inde, masqués même comme ils ont fait pour pouvoir soigner. Avec en phase de péremption. Voilà. Et vous voyez, on se retrouve, on est dans une gouvernance à tâtons. On ne sait pas là où on va. C'est en fonction du manque qu'on intègre. J'appelle ça budget des mouvements d'humeur. C'est en fonction de chaque mouvement d'humeur qu'on dit, hey, c'était fini. On vous promet la semaine prochaine, on commande. C'est là où il faut attendre. Quand ça arrive, on dit, hey, il y a ceux d'ici là qui sont. Hey, vous aussi, c'était fini, d'accord. On vous fait les promesses sur instruction du chef de l'État. La commande a été passée. On apprend de l'autre côté. Voilà comment on fonctionne. Alors qu'un pays normal devrait avoir ce qu'on appelle les stocks de sécurité. Lorsque les stocks de sécurité, les responsables en charge de ces stocks devraient déjà lancer l'alerte. Il faut passer les commandes. Mais comme il faut remplir les poches, voilà ce vers quoi. Ça fait 4 ans aujourd'hui où, de manière récurrente, tous les 3 mois, tous les 6 mois, il y a un mouvement d'humeur pour ces différentes personnes. Je dis 4 ans d'affilée où on n'a pas passé 3 mois, 6 mois sans mouvement d'humeur pour ceux qui démodialisent. Merci infiniment, cher Lamel. Autre sujet avec vous ce matin, Isabelle Carozopet, vous avez choisi de nous les renvoyer. Oui, autre sujet, ce matin, on parle quand même de cet acte de racisme qui fait le tour sur la toile, où plus d'un s'identifier, où plus d'un Camerounais ou encore Africain se retrouve encore, s'indigne de cette façon, encore à cette heure, à cette allure, encore à cette année, de pouvoir vivre ce genre de scène. Ça, il faut bien le président, c'est une agression non raciste d'un livreur du côté donc de la Cergy. L'auteur présumé de l'acte, ça il faut déjà le dire, a été placé en garde à vue et l'homme est soupçonné, ça il faut le dire, d'avoir donc agressé un livreur de ce côté-là et proféré des insultes racistes. Ça également, il faut le préciser. Sur la vidéo, quand vraiment les images sont extrêmement choquantes, c'est la raison pour laquelle on vous épargne de cela, parce que ça il faut le voir, au-delà d'insulter, il ne fait également que rouer des coups de poing et aussi justement d'affirmer des propos justement très déplacés. Pendant 800 ans, on vous a vendu comme du bétail. Ce sont là quelques propos justement qu'on a donc espèce de négresse, espèce de sale noire, d'ajouter bien d'autres propos aussi bien déplacés pour rappeler comme quoi vous n'avez pas votre place au milieu des personnes qui ont la peau blanche. Vous n'avez pas votre place ici. Vous êtes africain, vous êtes noir, vous devez rester dans votre continent. Des propos que plus d'un ont condamné sur les réseaux sociaux. Il ne sait jusqu'ici de condamner. Une enquête a bien et bien été ouverte. Le restaurant devant lequel cela s'est produit, également une enquête ou encore des éléments de force de l'ordre ont fait éruption de ce côté. Il y a également eu des personnes qui se sont regroupées en masse devant ce restaurant pour dire non, on ne veut plus jamais vivre cela. Mais au-delà de l'information que vous présentez ce matin, il faut dire que le présumé a été arrêté hier par la police à bord de son véhicule.
et a été bien sûr conduit dans un commissariat pour être entendu pour ses propos racistes-là. Et on s'en souvient encore de ce qui a créé un tollé à travers la planète aux États-Unis. Souvenez-vous, Charles Hamel, ce policier qui avait choisi de tuer délibérément Derek quelque chose comme ça, George Floyd en mettant un genou sur son cou, et qu'on se rend finalement compte que ça n'avait rien à voir avec l'assignation à laquelle il a été fait ce jour-là, mais c'était beaucoup plus un acte raciste et qui a conduit à la mort ces derniers. Est-ce qu'on ne peut pas se dire aujourd'hui que les communautés afro qui nous regardent aujourd'hui, qui sont en France, qui sont dans des pays étrangers, devraient se méfier véritablement, alors qu'on sait que la question du racisme appelle à l'humanité. On est dans un village communautaire aujourd'hui. Pourquoi ces différences-là, Charles Hamel Bathiou? Pourquoi toujours remettre aux yeux de l'Africain le fait qu'on le laisse croire qu'il est un esclave, alors que l'Africain ne l'est pas? Je crois que M. Michel Ngathou, c'est une interpellation à l'endroit des sociologues, une interpellation à l'endroit des psychologues, une interpellation à l'endroit de tous ceux-là qui nous produisent des livres. Quand peut-être avec un titre que je peux peut-être leur proposer, quand le racisme ou le tribalisme aide le pouvoir, aide le politique. Parce que sous le fond, vous allez vous rendre compte que ces actes surviennent à un moment où il y a un moment précis, observé que ce soit en France et tout, il y a une scène, il y a un ensemble de choses où vous entendez, on dit, ben, nous, vous souffrez comme ça, on souffre comme ça en France, et vous savez que l'une qui est habituée généralement à avoir ce genre de pic, c'était Marine Le Pen pour le cas de France, que nous souffrons ainsi, parce qu'il y a trop d'immigrés, chez nous, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas, vous avez trop, on explose à côté de cela. Vous avez vu toutes ces différentes mesures. On a commencé par l'interdiction de la polygamie. Vous avez vu que dans certains immeubles, ça a commencé à bouillir. C'est même des Blancs qui allaient dénoncer. Vous voyez, ça aide le politique partout. Le cas du Cameroun, on vous parle d'un tribalisme véritablement politique. On dit de tribalisme d'État. Oui, tribalisme d'État. Au Cameroun. Donc, il faut dire que c'est quelque chose qu'on Quand vous dites que les populations ne sont pas tribalistes parce qu'elles vivent en communauté, mais l'État fait tout pour vous laisser croire ça aide les politiques, ça voilà. aide les politiques dans leur gestion, ça les aide dans leur gestion. Donc on monte lorsqu'il y a un cas comme celui-là, on voit toutes les différentes communautés qui s'affrontent, ça crée une déflagration. Le sujet pour lequel les yeux étaient en train de regarder, c'est une affaire concrète dans l'affaire, et aussitôt ça passe. Donc je crois que le peuple devait être beaucoup plus regardant, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Vraiment, le vivre ensemble, le bas peuple, on le connaît. C'est désagréable, on va faire des procès et des procès et des procès, mais ça ne pourra pas laver aussi tous ces injures, cette humiliation que les uns et les autres subissent. On veut quand même, au-delà de tout, Isabelle Carozo-Ped, au-delà de ce qui a été dit, vous nous dites en 30 secondes, il faudrait peut-être protéger les populations afro, les peuples africains, qui se sentent pour la plupart victimes de ces agressions-là aujourd'hui. Je crois qu'il faut formater les consciences, il faut justement mettre de nouvelles choses, il faut justement faire comprendre que ce n'est qu'une couleur de peau, et on ne devrait plus être à ce stade-là, parce qu'aujourd'hui, on gagnerait à pouvoir unir les forces plutôt qu'à créer encore ce genre de dispersion, parce que qu'on le veut ou non, l'Afrique également a un apport pour ces pays justement étrangers, c'est-à-dire qu'on gagnerait à pouvoir être main dans la main, à créer un certain équilibre dans ces relations. Imaginez, on a tellement de personnes qui vivent de ce côté, qui vivent dans ces pays où des gens ont la peau blanche, mais c'est pas pour autant qu'on devrait se retrouver marginalisé, où on devrait vivre des scènes de racisme, où on devrait tout le temps être rappelé comme quand on a la peau noire. Avoir la peau noire, c'est un crime? Ou est-ce qu'on demande à être né blanc ou encore à être né noir? Encore qu'il y a ces anthropologues qui disent simplement que Dieu est dans le noir. Le noir peut faire des enfants blancs. Le noir peut faire des enfants blancs, mais le blanc ne fera jamais d'enfants noirs. Voilà, il faut le rappeler. Allez, justement, Bébé Ndjouaka, c'est une scène, c'est pas la première fois, hein, c'est des scènes qui sont permanemment représentées, existantes, surtout chez eux là-bas en Occident, que ce soit en France ou en Italie ou aux États-Unis. Le racisme, est-ce qu'il y aura une fin pour ça? Vous y croyez-vous? Non. Tant que c'est entretenu par les politiques, comme disait Charles Hamel, ça ne finira pas. Parce que c'est entretenu, c'est fait à dessein. On l'a vu, que ce soit dans le sport, dans plusieurs domaines. On parle de racisme. Et avec ce qui se passe maintenant
où certains peuples veulent se réveiller, veulent revendiquer leurs droits. Ok, on comprend bien que ça gêne certains politiques, ça gêne certains États. Et c'est entretenu, c'est fait à dessein. Oui, mais c'est entretenu, c'est fait à dessein. Ça veut dire exactement que le politique se sert d'un acte de racisme pour amplifier, on va dire son positionnement avec les Africains. Pour dire, ben non, nous vous acceptons ici et tout. Bon, vraiment, quand vous commencez à ouvrir les yeux sur la dette africaine, là, laissez ça, revenons justement à un équilibre pour vous montrer qu'on vit ensemble. On s'entend très bien. C'est forcément ce qu'il faut. Vous allez en Italie, c'est pareil. Renzi, qu'est-ce qu'il dit, lui? Matteo Renzi? Matteo Renzi, il dit, les Africains, ils viennent parce que vous les entretenez mal, vous pillez chez eux, vous exploitez chez eux. Ils viennent nous asphyxier ici. Et les Africains, on a pris, on dit, oui, c'est effectivement. De l'autre côté, Marie Le Pen, qui a la misère ici parce que vous venez servir votre misère. Avec vos familles, vos époux. Non. Donc, c'est entretenu. Trump l'a fait également. Ok, avec, il a même voulu ici un mur mettre carrément entre le Mexique et les États-Unis. Voilà, donc c'est pas seulement vers l'Afrique, c'est entretenu. Et vous allez voir quand un individu s'élève comme ça, derrière il y a une idéologie. Ok, il y a une idéologie en Allemagne. Vous aviez eu le comment on les appelait encore là? Non, ils avaient une organisation là, raciste. Le Ku Klux Klan? Oui. Voilà. Ça existe toujours, hein? Ouais. Ça existe. Donc, il ne faut pas croire que c'est un truc. Le Ku Klux Klan, c'est quoi? C'est aux États-unis, hein? Ku Klux Klan, c'est aux États-Unis. Je crois qu'ils ont un autre truc comme ça. Oui. Mais je crois que c'est aux États-Unis. Oui, mais ça existe. Dans le Mississippi, ça a été très. C'est aux États-Unis. Mais là, ça existe. Donc, vous allez voir des racistes, il y en aura toujours. Ouais. Il y en a qui penseront toujours qu'ils sont au-dessus. Quand vous voyez un individu qui dit pendant 800 ans, pendant nous on vous a dominé, vous êtes des esclaves, vous allez continuer à rester des esclaves. Quand il paye, vous pensez que il a pondu comme ça de manière spontanée? Non. Le livreur s'est quand même défendu, j'espère. Le livreur s'est défendu, justement, Dominique Audrey, les images, c'est vrai, on peut pas les présenter à la télévision parce que c'est une agressivité quand même, notre pareil. Oui. Il bagarre justement avec des Français à la peau blanche, notamment des Algériens. C'est ce qui est surprenant. C'est un Algérien qui choisit justement, choisissent de se battre entre eux et frappe durement cet Africain qui n'est qu'un livreur. Il arrive dans un restaurant au moment où on est en train de fermer le restaurant, demande à avoir à manger, on lui fait savoir justement qu'on est pratiquement à la rupture. Le livreur vient faire ses recouvrements et puis il lui demande de baisser la musique de son casque. Il lui dit ben d'accord, il n'y a pas de souci, il baisse. Et lui, l'Algérien, estime que c'est pas suffisant et commence avec les coups de poing. Les coups de poing sont suivis justement 1, 2, 3, 4 personnes qui vont entrer, 5 personnes. Et c'est comme ça que le mec a failli passer de vie à trépas, blessé. Mais ce qui me surprend, c'est qu'on a fait arrêter que cette personne. Pourtant, il y a tous ceux qui étaient autour. Ça n'a gêné personne. Et ce qui est encore surprenant, c'est que c'est le silence des Africains. Oui, on t'a dit que c'est entretenu parce que en amplifiant la chose, les Africains pourront justement passer à côté des vrais problèmes auxquels ils sont concernés. Mais il faudrait justement que les Africains s'expriment. Tout on voit Claudicia se lever et parler sur RFI ou sur des autres télévisions africaines. On voit des Afros qui parlent de tout cela en permanence. C'est une jeune personne ici, sur le continent africain, que ce soit les Algériens africains. S'ils voudraient qu'on revienne quand même dans l'anthropologie, on leur démontrera qu'ils sont des Noirs à la base. Il y a à peine 1 an, 4 mois, qu'une jeune fille dans un magasin ici tenu par des expatriés se plaignait qu'on a eu à cracher sur elle. Ce jour, on avait eu à faire des photos. Ça a levé qui? Voilà. Merci beaucoup. Allez, quand quelqu'un vous attaque, vraiment défendez votre continent, défendez valablement votre groupe. Que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui.
Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Le cérumen, c'est cette sciaque... Tout est dit là, finalement. Ça, tout a été dit dans le spot, hein, donc ça montre déjà la crédibilité, la garantie et la qualité de cet appareil que je tiens entre ma main. C'est le même appareil qui a été présenté dans ce spot. Les parents ont vu, les adolescents ont vu, les personnes du 3e âge ont vu. Alors, ce qu'il vous reste à faire pour l'instant, c'est de vous rendre du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Ceux qui ne sont pas dans la ville de Douala, vous pouvez tout simplement appeler à travers les numéros de téléphone du concept Salaka et commander votre appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Il est moins encombrant, il se range partout, que ce soit dans son porte-monnaie, dans sa mallette, dans son tiroir et même dans sa poche. On peut garder son Earlys Up qui est un appareil qui se veut personnel. Donc un Earlys Up, c'est pour un utilisateur. Voilà comment il se présente. C'est un appareil qui sort dans un coffret. Alors on l'allume par ici, on met la pile à l'intérieur du Earlys Up, on appuie l'attaque. Une fois qu'on a appuyé, qu'est-ce qu'on fait? On envoie à l'intérieur de l'oreille de cette façon et il va aspirer la saleté au fur et à mesure, tout ceci pendant 10 à 15 secondes. Alors qui peut l'utiliser? Les bébés, les adolescents, bref, tout le monde peut utiliser cet appareil qui permet de nettoyer délicatement les oreilles. Il s'appelle le Earlys Up et on l'appelle en anglais, en français, by Constellamine, appareil pour nettoyer oreilles. You want to nettoyer your oreille. You want to nettoyer your oreille. Just come for magasin 1001 tapis. En tech, il y a appareil pour nettoyer oreille. Le prix est de 7500 francs. Mais dans le cadre de la vulgarisation de cet appareil, vous achetez un Earlys Up. On vous donne le deuxième gratuitement. Un appareil acheté, le deuxième vous est offert gratuitement. Alors c'est une réalité commerciale du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Achetez un Earlys Up et recevez le deuxième gratuitement. Les numéros de téléphone, vous les avez. Les mêmes numéros de téléphone vous permettent de commander les autres articles du magasin 1001 tapis. Pour le compte de ce mercredi, on a eu 2 communications. La première communication était sur l'électroménager, les ordinateurs et les robots mixeurs. La seconde communication, c'est sur cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement les oreilles. Un appareil acheté. Le second vous est offert gratuitement. Ne l'oubliez pas, plus besoin d'utiliser les cotons-tiges, les brindilles de balai, les stylos. Vous avez enfin la solution grâce au concept Salaka, appareil pour nettoyer oreilles. You buy one, then give you two. Ça s'appelle opération Buy One Take Two avec le concept Salaka, uniquement valable sur le Earlys Up, appareil pour nettoyer oreilles. Voilà, merci. Et il faut rappeler que c'est le néologisme de Constellamine pour vendre en réalité. Donc voilà, ça n'existe nulle part. Mais ça, ce sont les créations de Constellamine. Merci à vous. Allez, madame, monsieur, passez une très bonne journée à la suite des programmes de Kinox Télévision. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 10 h avec 10-12, le Zénith.